Easton Grayfield était le genre d'homme qui entrait dans une pièce et tout le monde se taisait. Non pas par respect, mais par peur. Une mâchoire carrée et des yeux gris et froids, une présence qui alourdissait l'air dès son apparition. Sur le papier, il était le PDG de Grayfield Holdings, l'un des plus puissants empires immobiliers du Midwest. Mais derrière les portes closes, derrière les vitres blindées de son penthouse au 47e étage surplombant le lac Michigan, il était tout autre chose. Quelque chose qu'aucun journal n'oserait jamais imprimer. C'était un homme qui avait bâti sa fortune sur des accords conclus dans l'ombre. Et il protégeait cette fortune comme un loup protège sa tanière, avec les dents. Mais voici ce que personne ne savait à propos d'Easton Grayfield. La chose qu'il protégeait plus férocement que n'importe quel coffre-fort ou n'importe quel secret, c'était ses filles jumelles, Zoé et Maddie. Âgées de 4 ans, avec des boucles blondes, de grands yeux bleus, elles étaient les deux seules personnes sur Terre capables de faire sourire cet homme. Et puis il y avait elle, Catalina Herrera, la nounou à domicile. Jeune, mais portant cette sorte de lassitude qui ne vient que d'une vie passée à être abandonnée. Elle ne ressemblait à personne d'autre dans cette maison. Elle ne venait pas d'un milieu aisé. Elle n'avait pas de relation. En vérité, elle ne venait de nulle part. Orpheline à 6 ans, elle est passée par 7 familles d'accueil avant ses 17 ans. Elle a financé ses études universitaires grâce à une bourse. Pour découvrir qu'un diplôme ne signifie pas grand-chose quand on n'a ni famille, ni référence, et personne en ce monde prêt à se porter garant pour vous. Mais Catalina avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Elle avait de la dignité. Une dignité tranquille, inébranlable. Le genre de dignité qui ne s'annonce pas, mais que l'on ressent dès qu'elle entre dans une pièce. Elle travaillait pour la famille Grayfield depuis 2 ans maintenant. Et pendant ce temps, elle était devenue plus qu'une nounou. Elle était devenue la seule chaleur que ses 2 petites filles avaient connue depuis la mort de leur mère en couche. Elle leur lisait des histoires tous les soirs. Elle notait chaque nouveau mot qu'elles apprenaient dans un petit carnet qu'elle gardait près de son lit. Elle leur chantait des berceuses en espagnol, les mêmes que sa mère lui chantait avant de la perdre. Et elle aimait ses filles, non pas parce que c'était son travail, mais parce que pour la première fois de sa vie, Catalina Herrera avait le sentiment d'appartenir à quelque part. Alors, quand Easton Grayfield a franchi la porte de son bureau privé cet après-midi-là, avec 3 heures d'avance sur son horaire, il a vu son coffre-fort personnel grand ouvert. Des liasses de billets étaient éparpillées sur le sol. Une arme de poing chargée se trouvait dans les mains de sa fille de 4 ans, et sa nounou était agenouillée au milieu de tout ça. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas attendu d'explication. Dans son esprit, la scène était déjà complète. Trahison, vol, et la seule personne à qui il avait confié ses enfants venait de devenir la personne la plus dangereuse de sa maison. Mais voilà, il avait tort. Il avait complètement et terriblement tort. Et la décision qu'il allait prendre dans les 60 prochaines secondes allait presque tout lui coûter. Pas son argent, pas son empire, mais quelque chose de bien plus précieux. Quelque chose qu'il ne savait même pas posséder avant qu'il ne soit presque perdu. Si vous avez déjà jugé quelqu'un avant de lui donner une chance de parler, si vous avez déjà laissé votre fierté prendre une décision que votre cœur aurait prise différemment, alors cette histoire va vous toucher droit au cœur. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton «J'aime». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer la suite. Maintenant, retournons à ce penthouse du 47e étage. Retournons au moment où les yeux d'Easton Grayfield se sont posés sur la femme agenouillée à côté de ses filles. Et tout ce qu'il pensait savoir était sur le point de s'effondrer. Personne ne disait un mot. C'était la partie la plus terrifiante. Easton Grayfield se tenait sur le seuil de son bureau, et le silence qui émanait de lui pesait plus lourd que tout ce qu'il aurait pu dire à voix haute. Ce n'était pas le silence d'un homme qui réfléchit encore. C'était le silence d'un homme qui a déjà fini de réfléchir. Catalina leva la tête et le regarda. Sa main reposait encore sur le couvercle du coffre-fort, prise en flagrant délit de remettre les liasses de billets à l'intérieur. Elle entr'ouvrit les lèvres pour parler, mais il y avait quelque chose dans ses yeux gris et froids qui figea chaque mot sur sa bouche. Il n'y avait pas de colère en eux. Pas encore. Seulement du calcul. Et avec un homme comme Easton Grayfield, le calcul était toujours 100 fois plus dangereux que la rage. Il entra lentement dans la pièce, un pas à la fois.
Les semelles de ses chaussures en cuir frappaient le parquet en chaîne comme le tic-tac d'un compte à rebours. Zoé était assise sur le tapis et regarda son père avec un sourire radieux. Papa. Mais Easton ne regarda pas son enfant. Son regard resta fixé sur Catalina. Et quand il parla enfin, sa voix était si basse qu'elle n'était guère plus qu'un souffle. Vous avez ouvert mon coffre-fort. Ce n'était pas une question. C'était une sentence déjà prononcée. Catalina déglutit difficilement. Monsieur Grayfield, les filles vous ont vu entrer le code. Vous avez ouvert mon coffre-fort. Chaque mot semblait être une balle distincte. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Les hommes vraiment dangereux n'ont jamais besoin d'élever la voix, car tout le monde autour d'eux sait déjà ce qui se passe quand ils restent silencieux trop longtemps. Easton sortit son téléphone et composa un seul numéro. Flynn, montez ici. Sortez les filles de la pièce. Sa voix n'a jamais changé. Calme, contrôlé. Et c'est cela, plus que tout, qui fit ressentir à Catalina une peur réelle pour la première fois en 2 ans qu'elle vivait sous ce toit. Non pas parce qu'elle avait peur pour elle-même, mais parce qu'elle réalisait qu'il faisait sortir les filles avant de dire ce qu'il voulait vraiment dire. En attendant Flynn, Easton s'approcha de l'arme posée sur le sol, à moins d'1 mètre de Catalina. Il se pencha et la ramassa, la vérifia. Son doigt effleura la sécurité et s'arrêta. La sécurité était enclenchée. Quelqu'un avait mis la sécurité. Il regarda Catalina. Elle le regarda en retour. Et dans ses yeux gris, elle vit quelque chose changer. Pas moins de colère, mais une nouvelle couche de suspicion, plus profonde et bien plus dangereuse. Car dans l'esprit d'Easton, une nounou ordinaire ne saurait pas comment enclencher la sécurité d'un Beretta de 9 mm. Une nounou ordinaire ne resterait pas aussi calme après avoir été prise la main dans un sac devant son employeur. Elle ne se contentait pas de prendre de l'argent. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'était la conclusion qui prenait forme dans son esprit. Et elle était complètement fausse, mais une conclusion erronée dans l'esprit d'un chef de la mafia n'était pas comme une conclusion erronée dans l'esprit d'un homme ordinaire. Elle ne menait pas à un malentendu. Elle menait à des conséquences. La porte du bureau s'ouvrit. Flynn Beckett entra, grand, large d'épaules, les cheveux poivre et sel. Le visage impassible d'un homme qui avait pris l'habitude de tout voir sans réagir à quoi que ce soit. Il balaya la pièce d'un seul regard. Le coffre ouvert, l'argent éparpillé sur le sol, l'arme dans la main d'Easton, la nounou immobile au milieu de tout ça. Et il comprit la situation immédiatement, sans avoir besoin d'une seule explication. Emmène Zoé et Maddie dans leur chambre, dit Easton, ses yeux ne quittant jamais Catalina. Ferme la porte. Flynn se dirigea vers les filles. Zoé regarda son père, puis Catalina, puis de nouveau son père. Elle avait 4 ans, mais ses yeux bleus étaient déjà assez vieux pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Papa. Kat nous apprenait. Zoé, un seul mot. Mais la voix d'Easton portait quelque chose que même une enfant de 4 ans pouvait comprendre. Elle ne devait plus rien dire. Flynn prit Maddie dans ses bras. La petite fille ne résista pas. Elle regarda seulement Catalina, par-dessus l'épaule de Flynn, avec de grands yeux silencieux. Ses lèvres étaient pincées, comme si elle essayait de mémoriser le visage de Catalina aussi soigneusement que possible, comme si elle savait d'une manière ou d'une autre que c'était peut-être la dernière fois. Zoé prit la main de Flynn, mais se retourna une fois arrivée à la porte. Kat. Sa voix était minuscule. Catalina se força à sourire. Tout va bien, ma chérie. Mais c'était un mensonge, et elle, comme cet enfant de 4 ans, le savait. La porte se referma derrière Flynn et les filles. Maintenant, il ne restait que 2 personnes dans la pièce, Easton Grayfield et Catalina Herrera, un chef de la mafia et une nounou. Et entre eux se trouvaient l'arme, les liasses d'argent, le coffre ouvert et une fausse conclusion prête à tout détruire. Easton posa lentement l'arme sur le bureau, puis il regarda droit dans les yeux de Catalina et parla d'une voix que n'importe qui dans le milieu de Chicago aurait comprise comme un dernier avertissement. Vous avez vu des choses que vous n'auriez jamais dû voir. Catalina ne recula pas. Elle ne trembla pas, et cette dignité tranquille qui refusait de plier devint la chose même qui rendit Easton plus en colère que tout le reste. Car dans son monde, il n'y avait que 2 types de personnes qui n'avaient pas peur. Les dangereux et les insensés, et il n'avait toujours pas décidé de laquelle elle faisait partie. Easton ne dit plus un mot après cet avertissement. Il se détourna,
sortit dans le couloir, sortit son téléphone et passa un seul appel. Ashford montait au 47e étage maintenant. Puis il resta là, le dos contre le mur en face de la porte du bureau, les bras croisés sur sa poitrine, et attendit. Il ne regarda pas Catalina. Il n'en avait pas besoin. Car pour Easton Grayfield, une fois qu'une décision était prise, la personne en face de lui n'existait plus. Neil Ashford apparut en moins de 3 minutes. Le majordome en chef du penthouse, 33 ans, portant un costume gris sans un seul pli. Ses cheveux étaient soigneusement plaqués en arrière, son visage affichant le genre de courtoisie qui avait été calculé au millimètre près. Il s'arrêta devant Easton et inclina légèrement la tête. « Monsieur, Mademoiselle Herrera doit être sortie d'ici dans 10 minutes, » dit Easton, sa voix plate. « Vérifiez tout ce qu'elle a, téléphone, sac à main, tout. S'il y a des images, des copies ou n'importe quelle donnée liée à ce qui se trouve dans mon bureau, je veux le savoir immédiatement. » Son dernier mois de salaire, demanda Neil, et quelque chose vacilla dans ses yeux quand il le dit, si rapidement qu'une personne ordinaire l'aurait manqué. Mais c'était là, un minuscule éclair comme un joueur qui vient de retourner une bonne carte. « Retenez-le, » répondit Easton, jusqu'à ce que la fouille soit terminée. Neil hocha la tête, se tourna et entra dans le bureau où Catalina se tenait toujours. Elle n'avait pas bougé depuis que les filles avaient été emmenées. Ses bras pendaient le long de son corps. Son dos était droit. Et ses yeux étaient fixés droit devant. Elle ne baissait pas la tête. Elle ne suppliait pas. Et cela semblait irriter Neil car il était habitué à ce que les gens aient peur de lui dans cette maison. « Venez avec moi, dit-il, et il la conduisit à la petite chambre au bout du couloir. La chambre où Catalina avait vécu ces 2 dernières années. Elle était juste assez grande pour un lit simple, une armoire étroite et une petite table près de la fenêtre où elle s'asseyait habituellement pour écrire dans son carnet chaque soir. Neil ouvrit la porte et regarda autour de lui. Il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour chercher, car il n'y avait presque rien à chercher. Un sac à dos en toile délavée était accroché au crochet derrière la porte. À l'intérieur, il y avait 2 tenues de rechange soigneusement pliées, une petite trousse de toilette, un livre de poche au coin usé et un portefeuille vide. C'était tout ce que Catalina Herrera possédait. Tout ce qu'elle avait en ce monde après 27 ans de vie. Mais la fouille clinique de Neil avait manqué une chose. Un unique billet de 100 $ glissé profondément dans la doublure intérieure de son sac à dos. Une réserve d'urgence qu'elle avait gardée intacte pendant des années. Une garantie silencieuse qu'elle ne serait jamais complètement démunie si le monde lui tournait à nouveau le dos. Quelqu'un qui a grandi en famille d'accueil apprend une leçon très tôt. Une leçon que la plupart des gens n'ont jamais à apprendre. Ne possède jamais plus que ce qui tient dans un seul sac, car tu ne sais jamais quand tu devras partir. Neil examina chaque objet lentement, plus minutieusement que nécessaire. Il vérifia chaque compartiment du sac à dos, tourna chaque page du livre comme s'il s'attendait à trouver quelque chose de caché à l'intérieur, puis s'arrêta au téléphone. C'était un vieux smartphone. L'écran était fissuré dans un coin. Neil l'alluma et fit défiler la galerie de photos. Chaque image était une photo de Zoé et Maddie, les filles modelant de l'argile. Les filles les endormies à l'heure de la sieste, blotties l'une contre l'autre. Maddie boutonnant sa chemise toute seule pour la première fois. Son visage solennel comme si elle résolvait un problème impossible. Zoé souriant avec de la glace étalée sur le nez. Des centaines de photos. Aucune d'entre elles n'avait de rapport avec le bureau, le coffre-fort ou quoi que ce soit appartenant à Easton Grayfield. Mais Neil ne s'arrêta pas. Il continua à faire défiler très lentement, son pouce effleurant chaque image avec un soin que personne n'aurait eu besoin si le but avait seulement été d'inspecter. Ses yeux balayaient chaque détail de chaque image. L'angle, la pièce en arrière-plan, le cadre de la porte, le couloir. Il mémorisait. Il ne cherchait pas de preuves pour Easton. Il rassemblait des informations pour lui-même. Puis il appuya sur « Supprimer ». « Procédure de sécurité », dit-il, sa voix douce et polie. Mais le coin de sa bouche se souleva très légèrement alors qu'il regardait l'écran devenir vide. Catalina regarda les photos disparaître. 2 ans de souvenirs effacés en 30 secondes. Elle ne protesta pas, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle comprenait que protester ne changerait rien. Quand on grandit avec rien, on apprend à perdre sans s'effondrer. On reste juste là, on respire et on continue d'avancer. « Terminé »
dit Neil en lui remettant le téléphone vide dans la main. Puis il ajouta, sa voix baissée juste assez pour qu'ils soient les seuls à entendre. J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas faire confiance aux étrangers dans cette maison. Catalina le regarda. Elle ne dit rien, mais ses yeux restèrent sur le visage de Neil plus d'une seconde. Et à ce moment-là, elle vit ce que la colère d'Easton avait caché, que ce majordome n'était surpris par rien de ce qui se passait. Il l'attendait, peut-être même l'espérait. Catalina jeta le sac à dos délavé sur son épaule. Il était presque sans poids. Puis elle sortit de la pièce. Le couloir était long, couvert d'une épaisse moquette avec une douce lumière dorée tombant des lampes encastrées dans les murs. Et tout au bout, Easton Grayfield se tenait là, les bras croisés, le dos contre le mur, son visage sans expression, comme s'il attendait un ascenseur au lieu de regarder une femme innocente s'en aller avec tout ce qu'elle possédait dans cette vie tenant dans un seul sac à dos usé. Catalina passa devant lui. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne le regarda pas. Mais Easton regarda, et quelque chose de très petit, de très rapide, traversa ses yeux gris quand il vit le sac à dos sur son épaule. Juste un sac à dos pour toute une vie. Mais il repoussa cette pensée aussitôt. Car Easton Grayfield avait passé sa vie à repousser tout ce qui le mettait mal à l'aise. Et le sentiment qui venait d'effleurer sa poitrine, vague, troublant, se situant quelque part entre la suspicion et la culpabilité, était quelque chose pour lequel il n'avait pas de temps. Pas encore. Mais il reviendrait. Et quand il reviendrait, il ne serait plus vague. Catalina savait qu'elle n'avait pas le droit de s'arrêter. L'ordre avait été clair. 10 minutes pour sortir d'ici. Ne pas regarder en arrière. Mais ses jambes n'obéissaient pas. En passant devant la porte de la chambre des filles, elle entendit Zoé dire quelque chose à Flynn, sa petite voix tremblante, et son corps s'arrêta avant que son esprit ne puisse donner l'ordre. Elle savait qu'Easton se tenait toujours au bout du couloir. Elle savait que Neil la regardait de quelque part. Elle savait qu'entrer dans cette pièce maintenant signifiait enfreindre toutes les règles que le chef de la mafia du penthouse du 47e étage venait d'établir. Mais Catalina Herrera avait passé sa vie à vivre selon les règles des autres. Et cette fois, cette seule fois, elle choisit d'écouter autre chose. Elle poussa la porte. Flynn se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, disant quelque chose au téléphone. Quand il vit Catalina, il s'arrêta, la regarda, puis jeta un coup d'œil dans le couloir comme pour évaluer s'il devait la bloquer. Mais il ne fit rien du tout. Il se détourna simplement. C'était peut-être la seule version de la compassion de Flynn Beckett. La seule qu'il s'autorisait à montrer dans cette maison. Zoé était assise sur le lit, ses petites jambes pendantes, ses yeux rouges de larmes. Maddie était assise à côté d'elle, tenant l'ours en peluche marron usé que Catalina lui avait offert pour son 3e anniversaire. Quand Zoé vit Catalina entrer, elle glissa du lit et courut vers elle aussitôt. 2 petits bras s'enroulèrent autour des jambes de Catalina et la serrèrent fort, comme si en s'agrippant assez fort, les adultes ne pourraient faire partir personne. Quand est-ce que Kat revient? Catalina s'agenouilla à la hauteur des yeux de Zoé. Elle essaya de garder sa voix stable, mais sa gorge était serrée de l'intérieur. Kat doit partir pour un petit moment, ma chérie. C'est long, un petit moment. Catalina ne put répondre à cela. Car la vraie réponse, la réponse qu'elle ne dirait jamais à une enfant de 4 ans, était peut-être pour toujours. Maddie ne courut pas la serrer dans ses bras comme sa sœur l'avait fait. Elle resta sur le lit, serrant l'ours en peluche, regardant Catalina avec ses yeux bleus étrangement calmes. Cet enfant parlait si peu. Depuis le jour où Catalina avait commencé à travailler ici, Maddie avait toujours été l'enfant du silence. L'enfant des pressions de main au lieu des mots, des hochements de tête au lieu des réponses. Mais aujourd'hui, elle ouvrit la bouche. « Kat !» Sa voix était aussi douce qu'une feuille qui tombe. « Je rêve de toi toutes les nuits. » Catalina se mordit la lèvre inférieure. Elle sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. Pas se briser complètement, mais se fissurer assez pour que la douleur se propage dans tout son corps. Elle se dirigea vers le lit, s'assit à côté de Maddie et prit la petite fille dans ses bras. Zoé grimpa après elle et se glissa dans son autre bras. Elles restèrent assises là, toutes les trois, en silence. Et Catalina savait que c'était la dernière fois qu'elle tiendrait ses 2 petits corps chauds. Alors elle les serra fort. Assez fort pour se souvenir, mais assez doucement pour ne pas les effrayer. « Écoutez, Kat, d'accord ?» murmura-t-elle. «
sa voix chaude mais tremblante sur les bords. Quoi qu'il arrive, peu importe qui est à vos côtés, ou si personne n'est à vos côtés, souvenez-vous toujours d'une chose. Zoé leva la tête. Maddie resta blottie contre la poitrine de Catalina. Faites toujours ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Zoé hocha la tête avec le genre de sérieux solennel que seule une enfant peut avoir, entier et absolu, et non entaché par le doute. Je promets. Catalina embrassa chaque fille sur le front. Puis elle les laissa partir, les reposa sur le lit, se leva. Et au moment même où elle se détourna, son esprit se porta sur la chose qu'elle avait laissée poser sur le bord du lit, dans sa propre chambre, au bout du couloir. Le carnet, en cuir marron foncé, usé le long du dos à force d'être ouvert et fermé chaque nuit pendant 2 ans. Plus de 700 pages manuscrites, une page pour chaque jour. Chaque jour, un petit morceau de la vie des 2 enfants qu'elle aimait comme si elles étaient son propre sang. Catalina s'approcha et posa sa main sur la couverture, ses doigts effleurant légèrement le vieux cuir. 1 seconde, 2 secondes, puis elle retira sa main. Elle laissa le carnet là. Elle ne l'emporta pas avec elle, car ce carnet n'était pas le sien. Il appartenait à Zoé et Maddie. Il appartenait à cette maison. Et Catalina Herrera ne prenait jamais ce qui n'était pas à elle. Elle s'engagea dans le couloir, chaque pas plus long que le précédent, comme si elle avait peur que si elle marchait trop lentement, elle se retournerait. L'ascenseur était au bout du couloir, et à mi-chemin, le dos contre le mur, Easton Grayfield se tenait toujours là, les bras toujours croisés, le visage toujours taillé dans la pierre. Catalina s'arrêta à 3 pas de lui. Elle n'avait pas l'intention de dire autre chose. Il n'y avait rien à dire à un homme qui ne lui avait jamais donné la chance d'ouvrir la bouche. Mais ensuite, elle pensa à l'arme chargée dans le coffre-fort. Elle pensa aux petites mains de Maddie tenant cette arme, et elle parla. Non pas pour elle-même, mais pour les 2 petites filles assises dans cette chambre derrière elle. Gardez-les en sécurité, Monsieur Grayfield. Easton ne répondit pas. Catalina n'en attendit pas une. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes en acier commencèrent à se fermer. Et à travers la fente qui se rétrécissait, Catalina vit Easton une dernière fois. Il se tenait toujours là, les bras toujours croisés, mais sa mâchoire s'était légèrement plus crispée qu'il y a quelques secondes. Les portes de l'ascenseur se fermèrent complètement. Catalina disparut. Et Easton Grayfield ne savait pas que la chose qu'elle venait de laisser derrière elle sur le petit lit de la chambre au bout du couloir, ce carnet de plus de 700 pages manuscrites, serait la chose qui le forcerait à affronter la vérité sur qui il était vraiment. Le penthouse du 47e étage avait encore tout. Le lustre en cristal brillait toujours. Les sols en marbre étaient toujours polis à la perfection. Le réfrigérateur était toujours plein de la nourriture que la chef Vera avait préparée avant de partir. Mais il manquait à la maison quelque chose qu'aucun objet ne pourrait jamais acheter. Et les 2 enfants de 4 ans le sentirent avant les adultes. Au dîner ce soir-là, Zoé était assise devant l'assiette de macaroni au fromage qu'elle avait toujours aimée, mais elle n'y toucha pas. Elle utilisait sa fourchette pour pousser les pâtes d'un côté à l'autre de l'assiette, les yeux baissés, les lèvres pincées. Easton était assis en bout de dalle, coupant son steak, prétendant que tout était normal. « Mange, Zoé. Je n'ai pas faim. Tu n'as rien mangé depuis midi. Je n'ai pas faim. » Sa voix était plate. Pas en colère, pas triste, seulement refusant. Le genre de refus que les enfants utilisent quand ils n'ont pas assez de mots pour expliquer ce qui se passe en eux. Maddie, quant à elle, ne voulait pas du tout s'asseoir à table. Elle était dans la chambre, dans le coin près de la fenêtre, tenant l'ours en peluche marron usé que Catalina lui avait donné. Elle ne pleurait pas. Elle n'appelait personne. Elle ne disait pas un seul mot. Elle restait juste assise là, la tête appuyée contre le mur, les yeux ouverts mais fixés sur rien. Et ce silence, le silence d'une enfant de 4 ans choisissant de ne plus faire de bruit du tout, était bien plus effrayant que des pleurs. Car les pleurs sont un appel à l'aide. Le silence est ce qui se passe quand un enfant a cessé de croire que quelqu'un viendra. Easton appela l'agence de nounou le soir même. Le triple du tarif pour un service d'urgence en dehors des heures de bureau. Il s'en fichait. La première personne à arriver fut une femme d'âge moyen nommée Margaret. 15 ans d'expérience, un dossier impeccable.
Elle entra dans la chambre des filles avec un sourire professionnel, se pencha à la hauteur des yeux de Zoé et dit « Bonjour, ma chérie, je m'appelle Margaret. Je vais jouer avec toi. »« D'accord. » Zoé la regarda. « Tu n'es pas Kat. »« Non, je suis Margaret. Je vais... » « Quand est-ce que Kat revient? » Margaret regarda Easton qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Il fit un très léger signe de tête négatif. Margaret se retourna et essaya de changer de sujet. « Et si on jouait au puzzle? Quand est-ce que Kat revient? Ou peut-être qu'on peut lire un livre. Quand est-ce que Kat revient? » La même question, encore et encore. Pas en colère, pas crier, juste une simple question à laquelle personne ne pouvait répondre de la bonne manière. Margaret a tenu 1 h 45 minutes. La deuxième personne, une jeune femme nommée Rachel, a tenu moins d'1 heure. Ce n'était pas parce que Zoé était difficile. Ce n'était pas parce que Maddie était difficile à gérer. C'était parce que les deux filles les traitaient avec une politesse si froide qu'elle en était blessante. Le genre de politesse que les enfants apprennent quand ils grandissent dans une maison où le personnel change tout le temps. Le genre de politesse qui dit « Tu n'es pas la personne dont j'ai besoin ». 10 heures, le penthouse ne contenait plus que 3 personnes. Easton était assis dans son bureau, la porte fermée. Il ouvrit le coffre-fort et vérifia à nouveau. L'argent était là. Les passeports étaient toujours en place. Le Beretta reposait proprement sur son support. Tout était intact. Rien ne manquait. Il ferma le coffre-fort, se pencha en arrière dans son fauteuil et ferma les yeux. « J'ai fait ce qu'il fallait », se dit-il doucement dans la pièce vide. Et si c'était la bonne chose à faire, pourquoi a-t-il dû répéter cette phrase 3 fois dans son esprit avant qu'elle ne commence à paraître vraie? Easton éteignit la lumière du bureau, traversa le couloir sombre, s'arrêta près de la chambre des filles et ouvrit doucement la porte. Zoé dormait déjà, recroquevillée dans son lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Maddie était allongée à côté de sa sœur, mais sa main serrait toujours l'ours en peluche. Même dans son sommeil, elle ne voulait pas le lâcher. Comme si en desserrant sa prise, la dernière chose qui la reliait encore à Catalina disparaîtrait aussi. Easton se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant ses filles. Dans le noir, la pièce semblait étrangement vide, sans la présence calme et réconfortante qui l'avait remplie ces 2 dernières années. Il regarda l'espace vide près de la fenêtre où elle avait l'habitude de s'asseoir, réalisant que le silence qu'il avait créé était maintenant assourdissant. La pièce donnait l'impression qu'elle venait de sortir un instant et qu'elle reviendrait bientôt. Mais elle ne reviendrait pas. Il s'en était assuré. Il ferma la porte de la chambre, alla dans sa propre chambre, s'allongea. Le plafond s'étendait haut au-dessus de lui dans l'obscurité. Ses yeux restaient ouverts. Le sommeil ne venait pas. L'horloge de la cuisine sonna 2 heures du matin quand Easton entendit le son. Petit, lointain, mais dans le silence absolu du penthouse au milieu de la nuit, il était aussi clair qu'une cloche. Des pleurs. Pas le cri d'un enfant qui demande quelque chose. C'était le genre de pleurs qui s'échappe d'un rêve. Le genre qu'un enfant ne peut pas contrôler car il vient de quelque part de plus profond que la conscience. Easton se redressa aussitôt, pieds nus sur le sol froid. Il se déplaça rapidement dans le couloir jusqu'à la chambre des filles, poussa la porte. Zoé dormait toujours, sans bouger, mais Maddie pleurait. Elle était recroquevillée sur elle-même, les yeux fermés, des larmes coulant sur ses tempes dans l'oreiller. Sa main serrait l'ours en peluche si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Sa bouche tremblait, et entre des sanglots brisés, des mots épars s'échappaient de ses lèvres. « Kat, je ne l'ai pas pris. » Kat a dit de ne pas le prendre. Easton se figea dans l'embrasure de la porte. Kat a dit « Ce n'est pas à nous. Ne le prends pas. » Elle rêvait de l'après-midi précédent. Elle rêvait du moment où Catalina s'était agenouillée à côté du coffre-fort et lui avait appris ce qui était bien et ce qui était mal. Et dans le rêve d'une enfant de 4 ans, cette leçon était plus claire que n'importe quelle preuve qu'Easton Grayfield pensait avoir vue. Il se dirigea vers le lit, s'assit sur le bord, posa sa main sur le dos de Maddie et frotta doucement, essayant de l'apaiser à travers le cauchemar. Mais sa main tremblait légèrement. Pas à cause du froid, mais parce que pour la première fois depuis cet après-midi-là, quelque chose dans le mur qu'il avait construit en lui-même avait commencé à se fissurer. Il ne s'était pas encore brisé, seulement fissuré. Mais parfois, une petite fracture suffit à faire trembler un mur entier. Le lendemain matin,
La lumière du soleil inondait la cuisine à travers la grande baie vitrée donnant sur le lac Michigan. Mais le penthouse semblait toujours froid. Easton était assis à la table de la salle à manger avec une tasse de café devant lui, intacte. Il avait à peine dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait à nouveau la voix de Maddie dans son sommeil délirant. Kat a dit « Ne le prends pas ». Et chaque fois qu'il l'entendait, la fissure dans sa poitrine s'élargissait un peu plus. Les filles étaient assises en face de lui. Zoé remuait son bol de céréales sans but. Ses yeux étaient baissés. Maddie était assise, immobile, l'ours en peluche posé sur ses genoux. Ses deux mains l'entouraient fermement, comme si elle avait peur que quelqu'un le lui arrache. Personne ne disait rien. Le petit déjeuner dans le penthouse de l'un des hommes les plus puissants de Chicago était si silencieux qu'il pouvait entendre le lait goûter de la cuillère de Zoé dans le bol. Puis Maddie parla. Personne ne s'y attendait, car Maddie ne parlait jamais beaucoup, surtout pas le matin. Surtout pas quand Catalina n'était pas là pour lui demander doucement « Qu'est-ce que Maddie veut dire à Kat aujourd'hui ?» Mais ce matin-là, elle ouvrit la bouche, et une fois qu'elle commença, elle ne s'arrêta pas. « Papa !» Easton leva les yeux. « Je suis désolé. » Ces deux mots firent poser sa tasse de café à Easton. « De quoi es-tu désolé, Maddie ?» Elle baissa les yeux sur l'ours en peluche, ses petits doigts frottant l'une de ses oreilles. « Il y a quelques jours, je t'ai vu appuyer sur des chiffres sur la boîte en métal dans ta chambre. » Easton sentit un frisson glacial parcourir son échine. « Je me suis souvenu des chiffres, et je pensais que c'était un jeu de boutons, comme le distributeur automatique au centre commercial où tu nous emmènes. » Elle fit une pause, prit une inspiration, puis continua. « Hier, je suis allé dans ta chambre. J'ai appuyé sur ces chiffres. La boîte s'est ouverte. » Easton ne bougea pas. Non pas parce qu'il était calme, mais parce que son corps s'était raidi. Comme il le fait quand on commence à voir la première pièce d'une image dont on sait qu'elle va détruire tout ce que l'on croyait. À l'intérieur, il y avait beaucoup de papier coloré, continua Maddie, sa voix complètement calme, comme seule une enfant de 4 ans peut paraître calme. Et le jouet lourd. Je l'ai pris parce qu'il ressemblait au pistolet à eau de Zoé, mais en plus lourd. Easton sentit l'air lui manquer. Zoé posa sa cuillère, regarda son père, puis termina l'histoire pour sa sœur. Kat est entrée dans ta chambre parce qu'elle nous a entendus rire. Kat a vu Maddie tenir cette chose. Elle pointa sa main comme pour décrire à nouveau l'arme. Kat a couru et l'a arrachée des mains de Maddie, très vite. Puis Kat a fait quelque chose dessus. Elle a appuyé sur quelque chose sur le côté. La sécurité. Catalina avait enclenché la sécurité, se souvenant instinctivement du bref instant où elle avait vu Easton vérifier l'arme dans son bureau. L'instinct de protection en elle avait agi avant que son esprit n'ait le temps de réfléchir. Zoé continua, sa voix plus rapide maintenant, comme si elle avait gardé ses mots en elle depuis la veille, et maintenant ils se déversaient enfin. Kat a dit que ce n'était pas un jouet. Elle a dit que c'était dangereux. Elle a dit que nous ne devions jamais y toucher. Puis Kat s'est assise et nous a appris. Kat a dit que nous ne prenons jamais ce qui n'est pas à nous. Kat était en train de tout remettre dans la boîte en métal quand tu es rentré. Silence. Le genre de silence si lourd qu'il avait un poids physique, pesant sur les épaules, sur les poumons, sur tout ce qu'Easton Grayfield avait cru comprendre. Et puis, toute la scène de l'après-midi précédent se rejoint dans sa tête. Mais cette fois, chaque image était complètement inversée. Catalina agenouillée devant le coffre-fort, non pas parce qu'elle volait, mais parce qu'elle remettait les choses lorsque ses filles avaient sorti. L'argent sur le sol, non pas parce qu'elle l'avait éparpillé, mais parce que 2 enfants de 4 ans avaient pensé que c'était du papier coloré. L'arme avec la sécurité enclenchée, non pas parce qu'elle savait manier des armes, mais parce qu'elle venait de l'arracher des mains de Maddie à temps, avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Et qu'avait-il fait? Il l'avait accusé. Il l'avait humilié. Il l'avait menacé. Il l'avait chassé de sa maison dans la nuit de Chicago, sans argent, sans téléphone, sans nulle part où aller. Elle était la seule personne qui avait sauvé sa fille d'une arme chargée. Et il l'avait traitée comme une criminelle. Mais la vérité ne s'arrêtait pas là, car lorsque le premier choc se dissipa, une seconde vérité le submergea, plus profonde, plus douloureuse, et impossible à reprocher à qui que ce soit d'autre. C'était lui qui avait laissé le code du coffre-fort là où sa fille de 4 ans pouvait le voir.
C'était lui qui avait laissé une arme chargée dans ce coffre-fort sans une seconde serrure. C'était lui, le chef de la mafia qui gardait tout avec dents et griffes, qui avait laissé un danger mortel à la portée de ses propres enfants. Catalina n'était pas le danger dans cette maison. C'était lui. Easton se leva brusquement. La chaise vola en arrière, ses pieds raclant le sol en pierre avec un cri aigu et grinçant. Les filles sursautèrent et regardèrent leur père. Son visage était devenu pâle, ses deux mains appuyées sur la table, la tête baissée, les épaules crispées. Il ressemblait à un homme qui venait de recevoir un coup de poing en plein dans la poitrine, sans avoir eu le temps de se défendre. « Papa ?» demanda doucement Zoé. Easton ne répondit pas. Elle attendit un moment, puis dit, sa voix douce mais claire, avec la simple vérité que seuls les enfants peuvent dire sans hésitation. « Papa, tu peux dire pardon? » Easton leva la tête et regarda sa fille. Kat a dit que les adultes aussi ont le droit de dire pardon. Et cette phrase sortie de la bouche d'une enfant de 4 ans assise devant un bol de céréales intact, frappa Easton Grayfield plus fort que n'importe quel coup qu'il ait jamais reçu dans sa vie. Parce que c'était vrai. C'était si vrai qu'il ne pouvait pas le contester, ne pouvait pas se justifier, ne pouvait pas l'écarter. Et pour la première fois de sa vie, le plus puissant chef de la mafia de Chicago, l'homme qui ne s'était jamais excusé auprès de personne, comprit enfin que ces deux mots n'étaient pas un signe de faiblesse. Ils étaient la seule chose qui pouvait le sauver maintenant. Easton quitta la table du petit déjeuner sans dire un autre mot aux filles. Il marcha dans le couloir, passant devant le bureau où le coffre-fort restait silencieux, et hésita à l'endroit où il l'avait froidement regardé partir, avant de s'arrêter finalement devant la dernière porte au bout du couloir. La chambre de Catalina. Il n'était jamais entré dans cette pièce pendant les 2 ans où elle avait travaillé ici. Il n'avait jamais franchi ce seuil, car cela n'avait jamais fait partie de la liste des choses qu'il devait contrôler. C'était seulement la chambre de la nounou, un endroit où une employée dormait, rien de plus. Il poussa la porte, et la première chose qui le frappa n'était pas les affaires. C'était le vide. La pièce était plus petite qu'il ne l'avait imaginé. Beaucoup plus petite. La salle de bain de sa suite était plus grande que cet endroit. Un lit simple, étroit contre le mur, les draps blancs pliés sans un seul pli. Une petite armoire, la porte laissée légèrement ouverte, vide à l'intérieur à l'exception de quelques cintres en plastique qui se balançaient faiblement. Une table en bois près de la fenêtre sans rien sur sa surface, sauf une auréole pâle là où un verre d'eau avait reposé chaque nuit. Pas de photos de famille sur le mur, pas de famille. Pas de décoration personnelle, car elle n'avait rien avec quoi décorer. La pièce ressemblait à une chambre d'hôtel après le départ du client. Propre, ordonnée et complètement sans âme. 2 ans à vivre ici, et Catalina Herrera avait laissé derrière elle moins de traces qu'un client d'une nuit. Easton se tenait au milieu de la pièce, et pour la première fois, il ressentit pleinement la chose qu'il n'avait jamais vue pendant qu'elle était encore là, que cette femme avait vécu dans sa maison, s'était occupée de ses enfants, avait aimé ses enfants, et pourtant n'avait pris possession de rien. Elle avait existé ici en ne laissant presque aucune preuve qu'elle ait jamais existé. Puis il le vit, sur le bord du lit, le carnet en cuir marron foncé. Easton s'approcha et le ramassa. Il était plus lourd qu'il ne s'y attendait. Il ouvrit la première page. Une petite écriture soignée, légèrement inclinée vers la droite. De l'encre bleu-noir. La date écrite dans le coin supérieur droit. C'était le jour où Catalina avait commencé à travailler ici, il y a 2 ans. Premier jour, Zoé m'a appelé Kat parce qu'elle n'arrivait toujours pas à dire Catalina. Maddie n'a rien dit. Elle m'a seulement observé pendant le dîner. Puis avant de dormir, elle a tenu mon petit doigt. Elle n'a pas parlé, elle a juste tenu. Je pense que c'était sa façon de dire. « D'accord, tu peux rester. » Easton tourna la page suivante, puis la suivante, puis une autre. Chaque page était un jour. Chaque jour était un petit monde qu'il avait complètement manqué. Le nouveau mot que Zoé a appris aujourd'hui, magnifique. Elle l'a entendu dans un dessin animé et l'a utilisé pour tout. Cette cuillère est magnifique, Kat. Un dessin au crayon gribouillé était collé directement sur la page. 4 bonnes chums allumettes debout côte à côte, et en dessous, Zoé avait écrit « famille », même si les lettres étaient tordues et l'une d'elles à l'envers. La fois où Maddie a eu peur du tonnerre en mars.
Elle n'arrêtait pas de trembler. Je l'ai tenue dans mes bras et j'ai chanté la berceuse que ma mère me chantait. Elle a agrippé ma chemise toute la nuit. Le lendemain matin, elle a dit « Kat, chante encore ». C'était la plus longue phrase qu'elle ait jamais prononcée. La fois où Zoé a demandé un soir où Easton n'est pas rentré pour le dîner. La question que chaque enfant riche pose au moins une fois. Pourquoi papa n'est jamais à la maison? Et sous cette question, Catalina avait écrit « Je lui ai dit que papa t'aime tellement. Papa travaille à cause de toi. » Elle a demandé « Alors, est-ce que papa aime plus le travail que nous? » Je ne connaissais pas la réponse, mais j'ai dit non. Papa vous aime le plus. Il ne sait juste pas encore comment le montrer. J'espère que je ne lui ai pas menti. Easton dut s'arrêter à cette pcambacus. Il s'assit sur le bord du petit lit de Catalina, ce lit étroit au drap blanc dont il n'avait jamais remarqué l'existence, et regarda ses mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Non pas parce qu'il pleurait, Easton Grayfield ne pleurait pas, mais quelque chose se passait derrière ses yeux, chauds et douloureux. Quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom, car il ne s'était jamais permis de le ressentir assez longtemps pour lui en donner un. Elle avait protégé son image devant ses enfants, même quand il n'était pas à la maison, même quand il ne le méritait pas, même quand personne ne regardait. Il tourna à la dernière page. Les mots avaient été écrits la veille au soir, quelques heures seulement avant que tout ne s'effondre. Aujourd'hui, Maddie a boutonné sa chemise toute seule. Pour la première fois, elle n'arrêtait pas d'essayer et son visage était si sérieux. Puis, quand elle a finalement réussi, elle a levé les yeux et a souri. Le sourire ressemblait exactement à celui de sa mère sur la photo du bureau de M. Grayfield. Si exactement que j'ai dû détourner le visage une seconde. J'aurais aimé qu'il soit à la maison pour voir ce moment. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, et l'une d'elles est la première fois que votre enfant boutonne sa propre chemise. Easton ferma le carnet. Ses deux mains reposaient sur la couverture en cuir marron foncé, et il vit qu'elles tremblaient. Les mains qui avaient signé des milliers de contrats, les mains qui avaient détenu le pouvoir d'un empire, les mains qui avaient ramassé l'arme sur le sol la veille et d'accusé une femme innocente, tremblaient maintenant sur l'encre bleu-noir d'une nounou orpheline qu'il avait jetée dans la nuit. Plus de 700 pages, 2 ans, une page pour chaque jour. Pas un seul jour manqué. Et dans ces 700 pages, pas une seule ligne n'avait été écrite pour elle-même. Tout avait été écrit pour Zoé et Maddie. Tout pour les 2 enfants qu'elle avait aimés avec le genre d'amour que lui, leur père, avait été trop occupé pour leur donner. Easton sortit son téléphone, composa un numéro. Quand il parla, sa voix ne contenait que 3 mots. Mais ces 3 mots portaient le poids de tout ce qui venait de s'effondrer en lui. Flynn, trouvez-la. Silence à l'autre bout du fil, puis Flynn demanda, sa voix prudente. La trouver pourquoi, monsieur? Easton regarda le carnet sur ses genoux, regarda la pièce vide où elle avait vécu pendant 2 ans, sans rien laisser derrière elle, sauf plus de 700 pages d'amour écrites pour ses enfants. Trouvez-la, tout de suite. Maintenant, revenons à la nuit précédente. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont fermées et où Catalina Herrera est sortie seule de la tour Grayfield. Le vent du lac Michigan soufflait le long de l'avenue, froid, humide, transportant l'odeur de l'eau et l'odeur de la ville la nuit. Catalina remonta la fermeture éclair de son manteau fin jusqu'à la gorge, mais le vent se glissait encore à travers chaque couture. Le sac à dos délavé sur son épaule était si léger qu'elle le sentait à peine. Et c'était peut-être la partie la plus douloureuse de toutes, qu'après presque 30 ans de vie, tout ce qu'elle possédait était encore plus léger qu'une enfant de 4 ans. Elle marcha le long de Michigan Avenue, passant devant des tours de verre illuminés, des restaurants où les gens riaient autour de verres de vin, des boutiques déjà fermées, bien que leurs vitrines scintillent encore de marques de luxe. La ville était belle la nuit, mais sa beauté appartenait à d'autres. Et en marchant, un vieux souvenir lui revint sans y être invité. Pas un souvenir du penthouse ou du coffre-fort ou de ses yeux gris et froids. Un souvenir bien plus ancien, si ancien qu'elle pensait l'avoir enterré assez profondément. 18 ans, le dernier jour dans le système de placement familial. Elle se tenait à la porte de la 7e famille, la dernière famille, avec un sac poubelle noir contenant tout ce qu'elle possédait. Pas une valise, pas un sac à dos, un sac poubelle noir. Le grand modèle, celui que les gens utilisent pour jeter les choses dont ils n'ont plus besoin.
Madame Henderson se tenait sur les marches du perron, les bras croisés sur sa poitrine. Sa voix n'était pas froide, mais pas chaude non plus. La voix de quelqu'un qui dit quelque chose qu'il a déjà répété dans sa tête de nombreuses fois. Tu as 18 ans maintenant, Catalina. Nous n'avons plus besoin de toi. Pas de nous ne pouvons pas te garder. Pas le système l'exige. Mais plus besoin. Ces deux mots l'avaient suivi pendant 9 ans. L'avaient suivi pendant 4 ans d'université avec un seul repas de nouilles instantané par jour. L'avaient suivi à travers des dizaines d'entretiens où les gens regardaient un dossier sans section proche parent et secouaient la tête. L'avaient suivi jusqu'à la porte du penthouse du 47e étage où elle avait cru avoir enfin trouvé un endroit où elle appartenait. Et maintenant, il la suivait ici, je suis ici dans les rues de Chicago à 11 heures du soir, lui rappelant que le schéma de sa vie n'avait jamais changé. Arriver, aimer, être renvoyé. Répéter. Catalina atteignit un arrêt de bus sur Michigan Avenue, près de Millennium Park. L'arrêt était vide. Un banc en métal sous un abri en plastique trouble. Le panneau électronique indiquait que le prochain bus arriverait dans 45 minutes. Elle s'assit, posa le sac à dos sur ses genoux, regarda droit devant elle. Elle ne pleura pas. Catalina Herrera avait appris à ne pas pleurer à une époque où elle était encore plus jeune que Zoé et Maddie. En famille d'accueil, les larmes n'apportaient pas la pitié. Elles n'attiraient que l'attention. Et l'attention n'était pas toujours une bonne chose. Alors, elle resta assise là en silence, regardant ses mains posées sur le sac à dos. Les mêmes mains qui, quelques heures plus tôt, avaient boutonné la chemise de Maddie. Les mêmes mains qui avaient arraché une arme chargée des petits doigts d'une enfant de 4 ans. Les mêmes mains qui avaient enclenché la sécurité en moins de 2 secondes. Parce que l'instinct de protection était plus fort que tout le reste. « J'ai fait ce qu'il fallait », murmura-t-elle, sa voix se dissolvant dans le vent du lac Michigan. « C'est suffisant. » Mais suffisant est un mot étrange quand on est assis seul sur le banc d'un arrêt de bus près de minuit, sans savoir où l'on dormira cette nuit-là. Le lendemain matin, au 47e étage, Easton Grayfield quittait le bâtiment avant même que le carnet n'ait perdu l'empreinte de ses doigts. Flynn était assis sur le siège passager, le téléphone collé à l'oreille, passant un appel après l'autre. « Elle n'a pas de domicile propre », dit Flynn après le 3e appel. « Son adresse de résidence officielle dans le dossier du personnel est votre penthouse. Il n'y a pas d'adresse secondaire, pas de parents, pas de contact d'urgence. » Easton serra plus fort le volant. Chaque information que Flynn lui donnait était une autre lame, car chaque détail lui rappelait que la femme qu'il avait jetée à la rue la nuit précédente n'avait vraiment nulle part où aller. Pas le genre de nulle part qui signifie nulle part de pratique, mais nulle part dans ce monde. Son numéro de téléphone? Neil a effacé les données de son téléphone avant de le lui rendre. À présent, la batterie doit aussi être à plat, car elle a passé toute la nuit dehors sans chargeur. Easton grinça des dents. Il se souvenait avoir ordonné à Neil de vérifier le téléphone. Il se souvenait n'avoir posé aucune question, n'avoir écouté aucune explication. La moindre piste? Flynn secoua la tête. Easton appuya sur le bouton pour abaisser la cloison et appela Vera, la chef, via le Bluetooth de la voiture. Pas de réponse. Il appela la chambre des filles. La nounou temporaire décrocha. « Passez-moi, Zoé. » Des bruissements, puis la voix de Zoé se fit entendre, toujours triste. « Papa, Zoé, sais-tu où Kat avait l'habitude d'aller en dehors de chez nous? » Silence un instant, puis elle répondit, sa voix petite mais certaine. Kat nous parlait de l'arrêt de bus derrière le parc. Kat disait qu'elle s'asseyait là et regardait les gens passer avant de venir vivre avec nous. L'arrêt de bus derrière le parc. Millennium Park. Michigan Avenue. Easton appuya sur l'accélérateur. La Bentley noire fila à travers les rues de Chicago au petit matin, passant devant Grant Park, puis sur Michigan Avenue. Et il la vit, assise sur le banc en métal sous l'abri en plastique trouble de l'arrêt de bus. Le sac à dos délavé sur ses genoux, le dos droit, les yeux regardant droit devant. Elle paraissait plus petite qu'à l'intérieur du penthouse. Beaucoup plus petite, comme si les murs de verre et les hauts plafonds du 47e étage lui avaient donné une taille qui n'était jamais vraiment la sienne. Et maintenant, assise ici sur un banc d'arrêt de bus, elle était revenue à la taille exacte que le monde lui avait toujours assignée. Petite, sans importance, facile à oublier.
Easton arrêta la voiture à côté de l'arrêt de bus, coupa le moteur. Ses mains reposaient sur le volant. Et pour la première fois de sa vie, le plus puissant chef de la mafia de Chicago ne savait pas comment ouvrir la portière de la voiture, car chaque porte qu'il avait ouverte menait à des choses qu'il pouvait contrôler. Et cette porte menait à quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. La vérité. Easton ouvrit la portière et sortit. Catalina ne se retourna pas. Elle avait vu la Bentley noire dès qu'elle s'était arrêtée, avait reconnu le bourdonnement familier du moteur qu'elle entendait chaque matin quand il partait travailler. Mais elle ne bougea pas. Elle resta assise sur le banc. Elle continua de regarder droit devant elle, car Catalina Herrera avait passé sa vie à attendre que les gens reviennent, et elle s'était débarrassée de cette habitude il y a longtemps. Easton se dirigea vers le côté du banc, s'arrêta à 2 pas d'elle. Chicago était bruyante autour d'eux ce matin-là. La circulation, les piétons, le cri lointain d'un train aérien. Mais entre eux deux, il y avait un silence privé, dense et lourd. Il la regarda. Elle ne le regardait toujours pas. J'ai eu tort. 3 mots. Easton les prononça à voix basse. Pas la voix du commandement. Pas la voix de l'homme qui contrôlait la moitié du milieu de Chicago. C'était la voix d'un homme face à quelque chose que le pouvoir et l'argent ne pouvaient pas réparer. Catalina tourna enfin la tête. Elle le regarda. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux bruns, pas d'amertume, seulement l'épuisement de quelqu'un qui a été traité injustement tant de fois que cela ne la surprenait plus. Je sais, 2 mots, doux, pas tranchants. Et c'est cette douceur qui blessa. Car si elle lui avait crié dessus, si elle l'avait maudit, si elle l'avait pleuré, Easton aurait su comment gérer ça. Il avait géré des confrontations pires toute sa vie, mais le calme de quelqu'un qui s'était trop habitué à l'injustice, il n'avait aucun outil pour ça. Les filles m'ont dit-il. Maddie, Zoé, toutes les deux m'ont dit. Le coffre-fort, le code, l'arme, tout. Catalina ne répondit pas. Il continua, et chaque mot qu'il prononçait semblait plus lourd que le précédent. Zoé m'a dit que vous aviez arraché l'arme des mains de Maddie, que vous aviez mis la sécurité, que vous appreniez aux filles à ne pas toucher ce qui ne leur appartenait pas, que vous remettiez tout en place quand je suis entré. Silence. Un bus passa au loin. Et je ne vous ai pas laissé dire un seul mot. Catalina le regarda quelques secondes de plus, puis elle parla, sa voix stable, non élevée, simplement claire, comme si elle avait façonné cette phrase pendant toute la longue nuit sur ce banc froid. Vous avez décidé qui j'étais avant de me donner une chance de vous montrer qui j'étais. Easton ne répondit pas tout de suite, car la phrase était trop vraie pour être contestée. Vous avez vu une nounou agenouillée à côté d'un coffre-fort ouvert, continua-t-elle, sa voix toujours calme. Mais maintenant, quelque chose de plus profond bougeait en dessous, quelque chose qu'elle avait gardé caché pendant très longtemps. Vous n'avez pas vu la femme qui protégeait vos filles. Elle s'arrêta, inspira, puis continua. Toute ma vie, les gens m'ont regardé et ont vu l'orpheline, la fille de famille d'accueil, la femme de chambre, la nounou. Personne ne regarde jamais pour voir la personne que je suis vraiment. Elle baissa son regard sur ses mains posées sur le sac à dos. Je pensais que ce serait différent dans votre maison. Easton sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pas littéralement, mais dans le sens où tout ce qu'il croyait sur lui-même, qu'il était juste, qu'il était clairvoyant, qu'il lisait toujours les situations correctement, s'effondrait sous lui. Je veux que vous reveniez. Il le dit plus vite que d'habitude, comme s'il avait peur que s'il parlait trop lentement, elle disparaîtrait avant qu'il ne puisse finir. Catalina le regarda longuement, puis elle dit lentement, clairement, un mot à la fois. Vous voulez que la nounou revienne, pas moi. Cela frappa Easton comme une gifle qu'il ne pouvait pas bloquer, car il savait qu'elle avait raison. Sur le chemin, il avait pensé « Je dois la ramener parce que les filles ont besoin d'une nounou. » Et la façon dont il l'avait formulé dans son propre esprit, « nounou » au lieu de Catalina, prouvait qu'elle avait entièrement raison. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le sifflement aigu des freins interrompit le moment. Un bus s'arrêtait à l'arrêt. Le dernier trajet du matin avant que les horaires ne s'espacent. Les lumières jaunes clignotaient. Catalina regarda le bus, puis Easton. Le bus s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Le chauffeur attendit. Et Easton Grayfield, un homme qui n'avait jamais attendu personne de sa vie,
resta immobile sur le trottoir de Michigan Avenue, attendant, n'ordonnant pas, n'exigeant pas, ne contrôlant pas, juste debout là et attendant. Catalina regarda la porte ouverte du bas. C'était une échappatoire. Elle pouvait monter, aller ailleurs, recommencer à zéro comme elle l'avait fait toute sa vie. Mais ensuite, elle pensa à Maddie, la petite fille silencieuse, serrant son ours en peluche dans le coin de la chambre. Elle pensa à Zoé. Quand est-ce que Kat revient? Et elle sut que Easton Grayfield le mérite ou non, ces deux petites filles n'avaient rien fait de mal. Si je reviens, dit-elle, oh mais demain, dit-elle, sa voix ferme, ses yeux rencontrant les siens directement. Je reviens pour Zoé et Maddie, pas pour vous. Easton hocha la tête aussitôt. Je comprends. Les portes du bus se fermèrent. Le bus quitta l'arrêt. Catalina n'est pas montée. Elle se leva du banc, passa le sac à dos sur son épaule et commença à marcher vers la Bentley noire garée au bord du trottoir. Non pas avec le pas de quelqu'un qui a été sauvé, mais avec le pas de quelqu'un qui a choisi pour elle-même. Et c'était peut-être ce qu'Easton avait le plus besoin de comprendre, que Catalina Herrera ne revenait pas parce qu'il l'avait permis, elle revenait parce qu'elle l'avait décidé. La Bentley roulait en silence sur Michigan Avenue. Flynn était assis sur le siège passager avant à côté du chauffeur, les yeux fixés droit devant, ne se retournant pas, ne posant aucune question. Il comprenait qu'il y avait des moments où la meilleure forme de présence était l'invisibilité. À l'arrière, Easton était assis à droite, Catalina à gauche, et entre eux se trouvait l'espace vide d'un siège que personne n'essayait de combler. Catalina regardait par la fenêtre. La ville défilait à l'extérieur, des bâtiments de verre reflétant le soleil du matin, les arbres bordant l'avenue commençant tout juste à montrer de nouvelles feuilles. Elle ne disait rien, non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle ne savait toujours pas ce qu'elle ressentait. Tout s'était passé trop vite. Être jeté dehors, la nuit sur le banc, puis son apparition, puis ces trois mots « J'ai eu tort ». Et maintenant, elle était assise dans une voiture d'1 million de dollars en route vers l'endroit qui l'avait rejetée seulement 12 heures plus tôt. Ce qu'elle ressentait à l'intérieur était comme de l'eau dans un verre qui avait été trop remué. Trouble, instable, impossible de dire où le soulagement se terminait et où la prudence commençait. Et la peur était tissée à travers les deux. Easton regardait droit devant lui, mais du coin de l'œil, il capta un petit détail. La main de Catalina, posée sur ses genoux, tremblait légèrement. Pas beaucoup, juste un léger frisson au bout de ses doigts. Le genre de tremblement qui vient quand on est resté assis dehors dans le vent froid toute la nuit et que le corps ne s'est pas encore complètement réchauffé. Il ne dit rien. Il tendit seulement la main vers le panneau de commande près de la porte et alluma le siège chauffant de son côté. Un léger clic. Puis la chaleur commença à se répandre à travers le cuir sous elle. Catalina le sentit immédiatement. Elle jeta un coup d'œil à Easton. Il ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés vers l'avant, sa mâchoire toujours légèrement crispée, sa main posée sur sa cuisse, comme s'il n'avait rien fait du tout. Catalina ne dit pas merci. Easton n'attendit pas qu'elle le fasse. Et dans ce minuscule instant, dans ce geste qu'aucun d'eux ne reconnut, quelque chose changea entre eux. Pas quelque chose de grand, pas quelque chose de clair, juste ceci. Pour la première fois depuis que Catalina était entrée dans sa maison, Easton Grayfield fit quelque chose pour elle. Pas par contrôle, pas par commandement, pas même par correction, mais simplement parce qu'elle avait froid. La voiture entra dans le parking de la tour Grayfield. L'ascenseur privé les emmena au 47e étage. Les portes s'ouvrirent et le premier son qui les frappa ne fut pas de la musique, ni la télévision, mais le son de petits pieds courant sur le sol en marbre. Maddie apparut au bout du couloir. Ses boucles blondes étaient en désordre, ses yeux bleus grands ouverts, l'ours en peluche pendant de sa main droite. Elle vit Catalina, et ce qui se passa ensuite figea tout le monde dans le penthouse. Maddie cria. Pas un petit cri, pas l'appel doux qu'elle utilisait habituellement, mais un vrai cri, fort, jaillissant du plus profond de sa petite poitrine, résonnant dans le couloir, rebondissant sur les murs de verre. Cat! Pour la première fois en 4 ans de vie, Maddie Grayfield cria à voix haute. Elle laissa tomber l'ours en peluche, courut. Ses petits pieds claquèrent sur le sol. Catalina tomba à genoux juste au moment où Maddie se jeta dans ses bras. Les petits bras de l'enfant s'enroulèrent autour de son cou
et la serrèrent si fort que Catalina dut se pencher en arrière pour garder l'équilibre. Puis Zoé apparut, courant de la cuisine, des miettes encore collées à son visage, criant « Cat! 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 » et se jeta autour de Catalina par derrière. Catalina tenait les deux filles, un bras autour de Maddie, un autour de Zoé. Et puis, la chose qu'elle ne s'était pas autorisée à faire pendant toute la nuit, ni dans la rue, ni sur le banc, ni devant Easton, arriva enfin. Elle pleura. Pas le genre de pleurs qui vient de la douleur, pas le genre qui vient de l'injustice, mais les pleurs de quelqu'un qui a traversé la vie sans que personne ne l'attende. Et qui, pour la première fois, a franchi une porte et a trouvé quelqu'un courant vers elle. Des larmes tombèrent dans les cheveux de Maddie, sur l'épaule de Zoé, et Catalina n'essaya pas de les cacher, car c'était le genre de larmes qui n'avaient pas besoin d'être cachées. Zoé leva les yeux, son visage sérieux, puis jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Catalina vers son père qui se tenait près de l'ascenseur. « Est-ce que papa a dit pardon? » Easton regarda sa fille. « Oui. » Zoé hocha la tête, satisfaite, comme si le problème le plus compliqué du monde venait d'être résolu par deux simples mots. « Alors tout va bien. » Pour les enfants, les choses étaient vraiment aussi simples. Si tu fais mal, tu dis pardon. Si tu dis pardon, tu es pardonné. Si tu es pardonné, vous vous serrez à nouveau dans les bras. Mais Easton regarda Catalina tenant ses filles et sut qu'il n'avait pas mérité ce genre de simplicité. Pas encore. Ce soir-là, Catalina donna le bain aux filles, les habilla en pyjama et les mit au lit. Tout revint à l'ordre que les trois avaient suivi pendant 2 ans. Brossage des dents, une histoire avant de dormir, puis la chanson. Catalina s'assit entre les deux petits lits. Maddie était allongée à gauche, une main tenant l'ours en peluche, ses yeux se fermant déjà. Zoé était allongée à droite, le menton appuyé sur son oreiller, essayant de rester éveillée assez longtemps pour entendre toute la chanson. Catalina commença à chanter en espagnol. La mélodie était lente, douce, basse et chaude. La berceuse que sa mère lui avait chantée avant de mourir. Quand Catalina était trop jeune pour comprendre les mots, mais assez vieille pour se souvenir de l'air. Elle avait chanté cette chanson à Zoé et Maddie tous les soirs pendant 2 ans. Et ce soir, après tout ce qui s'était passé, la mélodie était toujours la même. Toujours lente, toujours douce, toujours chaude. Comme si rien au monde ne pouvait ébranler l'amour qui reposait dans ses notes. Dehors, devant la porte de la chambre, Easton Grayfield se tenait le dos contre le mur du couloir. Il n'entra pas. Il resta juste là, ferma les yeux et écouta. La mélodie espagnole s'échappa par la fente de la porte entr'ouverte, se glissa dans le couloir sombre et le toucha à un endroit que l'argent et le pouvoir n'avaient jamais atteint. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, le penthouse du 47e étage ne semblait plus froid. Le lendemain matin, pour la première fois en 2 ans que les filles vivaient avec Catalina, Easton Grayfield n'alla pas travailler. Pas d'appel à Flynn à 6 heures. Pas de Bentley noir attendant dans le garage à 6h30. Pas de programme de réunion. Pas de contrat. Pas de rendez-vous. Personne dans la maison n'était jamais autorisé à poser des questions à ce sujet. Il s'assit à la table du petit déjeuner, une tasse de café devant lui, et il regarda. Catalina se tenait dans la cuisine, se déplaçant avec un rythme qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Doux, précis, chaque mouvement ayant un but. Elle prit 2 assiettes dans le placard, les posa sur le comptoir et commença à préparer le petit déjeuner pour les filles. L'assiette de Zoé contenait une tranche de pain grillé coupée en triangles, car elle aimait les triangles, avec des rondelles de bananes disposées en ligne droite à côté, car Zoé aimait que tout soit en ligne droite. L'assiette de Maddie était différente. Son pain grillé avait été coupé en forme d'étoile. Easton regarda Catalina utiliser le couteau avec soin sur chaque coin, enlevant la croûte, ne gardant que le centre moelleux. Il n'avait jamais su que Maddie avait peur des croûtes de pain. 4 ans à être son père, et il ne savait pas que sa fille ne mangeait pas la croûte. Les filles arrivèrent en courant à la table. Zoé grimpa sur sa chaise aussitôt, regarda le pain grillé et s'écria « L'étoile de Maddie est trop mignonne ». Maddie s'assit à côté de sa sœur, regarda son assiette, puis commença à manger sans que personne n'ait besoin de le lui rappeler. Catalina posa un verre de lait devant Zoé. Mais au lieu de le verser pour elle, elle posa le petit pichet à côté du verre. Zoé regarda le pichet, regarda Catalina, puis le prit elle-même et le pencha,
versant le lait dans le verre. Ça a débordé. Bien sûr que ça a débordé. Une petite flaque blanche s'étala sur la table, coulant vers le pain grillé. Easton faillit tendre la main pour l'arrêter, mais Catalina fut plus rapide. Non pas pour arrêter Zoé, mais pour prendre le chiffon qu'elle avait déjà prêt dans sa main, éponger doucement le lait renversé et dire d'une voix ordinaire « C'était mieux qu'hier, Zoé ». La petite fille sourit, fière, car Catalina n'avait pas versé le lait pour Zoé, non pas par paresse, mais parce qu'elle lui apprenait à être indépendante. Elle savait que le lait déborderait. Elle tenait déjà le chiffon. Elle laissa l'enfant essayer, laissa le lait déborder, laissa l'enfant apprendre. Puis elle nettoya sans lui faire honte, et Easton regarda tout ça. Le petit pichet, le pain grillé en forme d'étoile, le lait renversé, le chiffon qui attendait déjà dans sa main, et il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais vu au cours des 2 dernières années. Cette femme ne se contentait pas de nourrir ses filles. Elle les élevait. Chaque repas, chaque petit détail était une leçon qu'elle avait réfléchie, préparée et exécutée en silence, sans que personne ne le lui demande et sans que personne ne la remercie. Les personnes invisibles sont souvent celles qui maintiennent tout en place pour que ça ne s'effondre pas. Easton posa sa tasse de café. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix lente, pesant chaque mot. Non pas parce qu'il avait l'habitude de parler lentement, mais parce que pour la première fois, il voulait parler correctement plutôt que rapidement. Catalina le regarda, mais ne l'interrompit pas. Les filles levèrent la tête. « Ce jour-là, je pensais protéger quelque chose d'important, » dit-il. Il baissa les yeux sur son café, puis les releva. « Il s'avère que je protégeais la chose la moins importante de toute cette maison. » Catalina ne répondit pas, mais elle comprit qu'il parlait du coffre-fort, de l'argent, de toutes les choses qu'il avait placées au-dessus des gens et de la dignité. Zoé posa son morceau de pain grillé, son visage sérieux comme seul une enfant de 4 ans peut l'être. « Papa, c'est quoi la dignité? » Easton regarda sa fille. Où avait-elle entendu ce mot? Il ne le savait pas. Peut-être de sa conversation avec Catalina, que les filles avaient accidentellement entendu. Peut-être de Catalina elle-même, dans l'une des leçons auxquelles il n'avait jamais été là pour assister. Il réfléchit un instant avant de répondre. « C'est quand tu fais ce qui est juste, même quand personne ne regarde. » Zoé hocha lentement la tête, les lèvres pincées en réfléchissant. Puis Maddie leva la tête de son assiette avec le pain grillé en étoile. Elle regarda Catalina et dit, sa voix petite, douce mais claire. « Comme Cat. » 2 mots. Le silence tomba sur la table du petit déjeuner. Catalina baissa le visage et fit semblant d'essuyer le comptoir de la cuisine, mais sa main s'arrêta sur la pierre une seconde de trop. Zoé réfléchit quelques secondes de plus. Puis elle leva les yeux, ses yeux bleus soudainement brillants, et dit avec la certitude d'une enfant qui venait de découvrir une grande vérité. « Alors Cat est plus riche que papa. » Easton cligna des yeux. « Plus riche? » Zoé hocha la tête, absolument certaine. Puis elle leva la main et posa sa petite paume sur le côté gauche de sa poitrine. « Parce que Cat a plus de bonnes choses ici. » Silence. Le genre de silence que personne ne voulait briser parce qu'il était trop vrai, trop beau, trop simple pour qu'un adulte dans la pièce puisse y ajouter quoi que ce soit sans le gâcher. Easton regarda Catalina. Elle se tenait toujours près du comptoir, le torchon à la main, les yeux baissés. Mais cette fois, il ne vit pas la nounou. Il ne vit pas l'employé. Il ne vit pas la fille de famille d'accueil ou l'enfant orpheline ou la femme qu'il avait accusée 2 jours plus tôt. Il vit Catalina, seulement Catalina. Et il comprit que sa fille de 4 ans avait eu raison. Dans ce penthouse rempli de choses chères, la personne la plus riche n'était pas lui. 2 semaines passèrent et le penthouse du 47e étage commença à changer de manière dont personne ne parlait, mais que tout le monde pouvait sentir. Easton commença à rentrer plus tôt. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que Zoé cesse de demander « Est-ce que papa rentre pour le dîner ?» et commence à dire à la place « Papa, assieds-toi à côté de moi. » Il commença à apparaître à la table du petit déjeuner, une tasse de café à la main, ses yeux suivant Catalina, alors qu'elle préparait les choses pour les filles avec le genre d'attention qu'il réservait autrefois uniquement aux contrats ou aux rapports financiers. Et il y avait de petits moments, très petits. Le genre où Catalina lui tendait son café chaque matin, ses doigts effleurant les siens quand il prenait la tasse seulement pour une fraction de seconde,
puis tous deux retirant leurs mains comme si rien ne s'était passé. Le genre où Easton se tenait dans l'embrasure de la cuisine, la regardant d'apprendre à Zoé à écrire des lettres, et son regard se posait sur elle plus longtemps que nécessaire, plus longtemps qu'un homme ne devrait regarder la nounou de ses employés, avant de se détourner et de se rappeler qu'il ne devrait pas la regarder de cette façon. Personne ne disait rien de ces moments, mais ils existaient et ils s'accumulaient. Mais tout le monde dans le penthouse n'était pas satisfait du changement. Neil Ashford occupait le poste de majordome en chef depuis 3 ans, avant même l'arrivée de Catalina. Il gérait le personnel, contrôlait les horaires, détenait les clés de chaque porte de cet immeuble. C'était l'homme à qui Easton confiait des tâches que personne d'autre n'était autorisé à connaître. Organiser des réunions privées, déplacer des documents sensibles, s'assurer que les deux facettes de la vie d'Easton Grayfield ne se chevauchent jamais. Et maintenant, une nounou dont il avait fouillé les affaires, dont il avait effacé le téléphone, et qu'il pensait avoir éliminé pour toujours, était assise à la table du petit déjeuner avec son employeur, regardée par cet employeur avec une expression que Neil n'avait jamais vue sur le visage d'Easton pour qui que ce soit. Elle n'était pas simplement revenue, elle devenait la personne la plus importante de cette maison, et cela menaçait tout ce que Neil avait construit. Un soir, après que le penthouse se soit assombri, Neil était assis dans sa chambre à l'étage inférieur avec un téléphone collé à l'oreille, appelant un numéro qu'il avait gardé depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais utilisé. À l'autre bout du fil se trouvait Paxton Hale, 52 ans, cheveux argentés, voix rauque, le patron qui contrôlait le réseau clandestin du sud de Chicago et le plus grand rival d'Easton Grayfield depuis 10 ans. La nounou, dit Neil sa voix basse. Elle a vu l'intérieur du coffre-fort personnel de Grayfield. Faux passeport, argent liquide, elle en sait assez pour le détruire. Silence à l'autre bout du fil, puis Paxton demanda, sa voix lente et mesurée. Où est-elle maintenant? Dans la maison. Grayfield l'a ramenée. Où qu'elle aille, il a un garde du corps qui la suit, mais un seul. L'après-midi, elle emmène généralement les filles à Millennium Park. Un seul garde du corps, répéta Paxton. Bien. Neil termina l'appel, et si quelqu'un avait vu son visage à ce moment-là, il aurait vu exactement la même expression qu'il portait en fouillant le téléphone de Catalina. La satisfaction froide d'un homme qui venait de placer une pièce d'échec sur la bonne case. Mardi après-midi de la semaine suivante. Millennium Park était baigné de soleil. Catalina était assise sur l'herbe près de la porte des nuages. Zoé courait en cercle en poursuivant les pigeons. Maddie était assise à côté d'elle, gribouillant dans le petit carnet que Catalina venait de lui acheter. Le garde du corps se tenait à environ 15 mètres, près de l'allée, ses yeux balayant la zone par habitude. Un après-midi ordinaire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le SUV noir s'arrêta brusquement le long du trottoir de l'autre côté du parc. 2 hommes en sortirent, longs manteaux, pas rapides, se dirigeant droit vers la parcelle d'herbe où Catalina et les filles étaient assises. Catalina les remarqua avant le garde du corps. Non pas parce qu'elle savait qui ils étaient, mais parce que quand on grandit en famille d'accueil, on apprend à lire le langage corporel des étrangers plus vite que la plupart des gens. On apprend à reconnaître quand quelqu'un marche vers vous avec de mauvaises intentions. Elle se leva. Le premier homme avait déjà atteint le garde du corps. Rapide, un coup de poing. Le garde du corps s'effondra. Le second homme se dirigea droit sur Catalina. « Zoé !» cria Catalina. « Viens ici tout de suite !» Zoé se retourna, vit le visage de Catalina, et l'instinct d'une enfant la fit courir vers elle aussitôt, sans demander pourquoi. Catalina poussa les 2 filles derrière elle. Son dos faisait face à l'homme qui avançait vers elle. Ses bras étaient écartés de chaque côté, protégeant complètement les 2 petits corps derrière elle. L'homme s'arrêta à 3 pas. « Venez avec moi, dit-il, sa voix basse. Ne rendez pas les choses difficiles et personne ne sera blessé. » Catalina ne bougea pas. Au lieu de cela, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Elle cria. Elle cria aussi fort qu'elle le pouvait. Pas un cri de peur, mais un cri avec un but, aigu et perçant, traversant le bruit du parc et frappant tout le monde autour d'eux. « À l'aide! Que quelqu'un appelle les secours! À l'aide! » Les têtes se tournèrent. Les téléphones se levèrent. Un jogger s'arrêta. Un couple qui prenait des photos tourna son appareil photo vers eux. Une onde d'alarme se propagea comme une vague. L'homme regarda autour de lui.
trop d'yeux, trop de caméras. Il recula d'un pas, regarda son partenaire qui traînait le garde du corps hors du chemin. Puis les deux hommes se tournèrent, retournèrent rapidement au SUV, montèrent, claquèrent les portes et s'en allèrent. Disparus. Catalina était toujours là. Ses bras étaient toujours écartés. Son dos protégeait toujours les filles. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Dans sa gorge, au bout de ses doigts, Zoé pleurait derrière elle, des sanglots forts et paniqués. Mais Maddie ne pleurait pas. Elle agrippait la chemise de Catalina à deux mains, tremblant de la tête aux pieds, mais sans faire de bruit. Exactement comme cette nuit dans la chambre, quand elle avait tenu son ours en peluche et s'était assise en silence. Maddie ne pleurait pas quand elle avait peur. Elle s'accrochait à la personne en qui elle avait le plus confiance. Catalina tomba à genoux et rassembla les deux filles dans ses bras, les serrant fort. Puis elle attrapa le téléphone de la poche du garde du corps étendu sur l'herbe. Elle composa le seul numéro dont elle se souvenait en dehors des services d'urgence. Flynn. Sa voix était calme d'une manière qui semblait presque contre nature. Millennium Park. Quelqu'un vient d'essayer de s'approcher des filles. Le garde du corps est à terre. Les filles sont en sécurité. Je les ai gardées en sécurité. Elle s'arrêta. Et sur cette dernière phrase, sa voix trembla. Juste un peu. Assez pour que Flynn l'entende. Assez pour qu'il comprenne que son calme ne signifiait pas qu'elle n'avait pas peur, mais qu'elle n'avait pas le droit d'avoir peur, alors que deux petites filles s'agrippaient à sa chemise. Easton arriva à Millennium Park en moins de 12 minutes après l'appel de Flynn. Quand il sortit de la voiture, il vit Catalina assise sur l'herbe, tenant les deux filles, avec deux voitures de police à proximité et un groupe de curieux qui filmaient avec leur téléphone. Il ne regarda pas la police, il ne regarda pas la foule. Il marcha droit vers eux trois, tomba à genoux et pour la première fois, les rassembla tous les trois dans ses bras en même temps, sans que personne ne le lui demande. Zoé hoquetait encore à travers ses sanglots. Maddie s'agrippait toujours à la chemise de Catalina. Et Catalina le regarda avec des yeux calmes. Mais sous ce calme, il reconnut quelque chose que seule une personne ayant vécu dans la peur pouvait reconnaître chez une autre. L'épuisement de quelqu'un qui venait d'utiliser chaque once de force pour ne pas s'effondrer devant deux enfants. Il les ramena immédiatement au penthouse, non pas par l'ascenseur principal. L'ascenseur privé du garage montait directement au 47e étage. Une fois dans l'appartement, il les conduisit dans le couloir, passant devant le bureau, jusqu'à la porte en acier cachée derrière le mur en panneaux de bois, que personne dans la maison ne connaissait, sauf Louis et Flynn. La chambre forte, mur doublé d'acier, un système de ventilation indépendant, de l'eau et de la nourriture sèche pour 3 jours, un petit lit, des couvertures, des oreillers. Easton posa les filles sur le lit et tira la couverture sur elles. Zoé s'accrocha à la main de Catalina et ne voulut pas la lâcher. « Cat est là », murmura Catalina, lissant les cheveux de la petite fille. « Cat ne va nulle part. » Easton se tenait dans l'embrasure de la chambre forte, les regarda tous les trois, puis parla à Catalina d'une voix qu'il ne lui avait jamais entendu utiliser auparavant. Pas la voix d'un employeur, pas la voix d'un chef de la mafia, mais la voix d'un père effrayé. « Verrouillez la porte de l'intérieur. N'ouvrez à personne sauf à moi. Je frapperai 3 fois, puis 2. » Catalina hocha la tête. Easton sortit. La porte en acier se ferma. Le son du verrou tournant de l'intérieur résonna. Et le plus puissant chef de la mafia de Chicago devint la chose qu'il était le meilleur à être, un prédateur. Flynn attendait déjà dans le bureau. Sur le bureau se trouvait un ordinateur portable ouvert, le journal des appels, les données des caméras de sécurité. Le garde du corps a la mâchoire cassée, mais il s'en sortira, dit Flynn. Les 2 hommes dans le parc n'ont toujours pas été identifiés, mais le SUV a été loué sous un faux nom par une société du sud de la ville. Le sud, le territoire de Paxton Hale. La mâchoire d'Easton se crispa. Mais Paxton n'aurait pas soudainement su pour le coffre-fort ou la nounou, continua Flynn, sa voix prudente. Quelqu'un dans cette maison lui a donné l'information. Il tourna l'ordinateur portable vers Easton et rejoint l'appel enregistré que la sécurité de Grayfield Holdings avait intercepté sur le réseau interne du bâtiment. La voix de Neil Ashford se fit entendre, claire et sans équivoque. La nounou, elle a vu l'intérieur du coffre-fort personnel de Grayfield, faux passeport, argent liquide.
Elle en sait assez pour le détruire. Easton écouta jusqu'à la fin. Éteignit la machine. Silence. Flynn travaillait pour Easton depuis assez longtemps pour savoir que lorsque son employeur devenait silencieux après avoir entendu une telle nouvelle, cela ne signifiait pas qu'il était calme. Cela signifiait qu'il était à son plus dangereux. Faites monter Ashford ici, dit Easton, sa voix plate comme l'eau avant une tempête. Neil apparut 10 minutes plus tard. Costume gris, cheveux plaqués en arrière, son visage arborant la même expression polie que toujours. Il entra dans le bureau avec la confiance d'un homme qui ne savait pas encore qu'il avait été démasqué. « Vous vouliez me voir, monsieur? » Easton était assis derrière le bureau. Il ne se leva pas. Il n'invita pas Neil à s'asseoir. « Savez-vous ce que je déteste le plus, Neil? » Neil inclina légèrement la tête, s'accrochant toujours à cette courtoisie professionnelle étudiée. « Monsieur, la trahison. » Un mot. Et la façon dont Easton le dit, lente, calme, claire sur chaque syllabe, fit se hérisser les poils sur la nuque de Neil. « Vous avez vendu des informations sur la femme qui protégeait de mes enfants. » Ce n'était pas une question. Le visage de Neil changea. Le masque poli se détacha en moins d'une seconde et en dessous se trouvait ce qu'il avait caché pendant 3 ans. Le calcul, la lâcheté et maintenant la peur. « Monsieur Grayfield, je peux expliquer. » « Vous le pouvez, coupa Easton, sa voix ne s'élevant jamais, même un peu. « Mais je m'en fiche. » Il regarda Flynn, fit un seul signe de tête. Flynn se plaça à côté de Neil et Easton prononça la dernière phrase qu'il dirait jamais à son majordome, sur un ton que n'importe quel homme du milieu de Chicago comprendrait pour ce qu'il signifiait vraiment. « Emmenez-le. Assurez-vous qu'il comprenne que c'est la seule conversation que je vais avoir avec lui. » Neil ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Flynn lui attrapa le bras, le conduisit à la porte. La porte se referma derrière eux et Neil Ashford disparut du penthouse du 47e étage pour toujours. De la même manière que les gens qui trahissaient Easton Grayfield disparaissaient toujours. Silencieusement, complètement, et sans que personne ne pose une autre question. 3 heures du matin. Le penthouse était silencieux. La menace immédiate avait été traitée, mais Easton savait que Paxton Hale n'était pas le genre d'homme à abandonner après une seule tentative ratée. Il y aurait plus à gérer, mais pas ce soir. Ce soir, il se dirigea vers la porte en acier cachée derrière le panneau de bois, frappa 3 fois, fit une pause, puis 2. Le verrou s'ouvrit de l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit. Catalina le regarda à travers l'ouverture étroite, puis l'ouvrit plus grand. À l'intérieur, Zoé et Maddie étaient blotties l'une contre l'autre sur le petit lit, les couvertures jusqu'au menton, leurs petits visages paisibles dans leur sommeil. Mais Catalina n'était pas allongée sur le lit. Elle était assise par terre, le dos contre le mur d'acier juste à côté, dans la position exacte où quiconque franchirait cette porte devrait passer par elle avant d'atteindre les filles. Ses yeux étaient ouverts. Elle ne dormait pas. Elle montait la garde. Easton entra et ferma la porte derrière lui. Puis, il s'assit par terre en face d'elle dans l'espace étroit, le dos contre le mur d'acier de l'autre côté. Leurs genoux se touchaient presque. « Vous ne dormez pas, » dit-il doucement. « Non, c'est réglé. C'est sûr maintenant. » Catalina fit un petit signe de tête, mais elle ne changea pas de position. Elle resta exactement où elle était, toujours assise là, toujours en train de garder. Easton la regarda dans la faible lueur de la lumière de secours au plafond. « Vous auriez pu courir, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Au parc, quand ils sont venus. Vous auriez pu courir. » Catalina le regarda, puis les filles endormies sur le lit. « Courir où ?» demanda-t-elle, sa voix légère mais stable comme de l'acier. « Toute ma vie, les gens sont partis. Tout le monde. Les familles d'accueil sont parties. Les amis sont partis. Vous m'avez renvoyé aussi. » Elle fit une pause. « Je ne serai jamais celle qui part. » Silence. Easton ne répondit pas, car il n'y avait pas de mots assez grands. Il tendit lentement la main, la posa sur le dos de la sienne, là où elle reposait sur son genou. Il ne serra pas. Il ne tira pas. Il la posa simplement là, doucement. Catalina regarda sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Et dans cette chambre forte aux murs d'acier au cœur de Chicago, où les murs étaient assez épais pour arrêter les balles et la porte assez lourde pour arrêter une bombe,
Easton Grayfield se sentit vraiment en sécurité pour la première fois de sa vie. Non pas à cause des murs d'acier, non pas à cause du verrou blindé, mais à cause de la femme assise en face de lui. La femme qu'il avait lésée, chassée, presque perdue, qui était assise ici au milieu de la nuit, gardant ses filles de toute sa vie. Dans les jours qui suivirent Millennium Park, le penthouse changea d'une manière qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. La sécurité tripla. Flynn plaça des hommes à chaque étage. De nouvelles caméras furent installées dans tous les couloirs, et Paxton Hale reçut un message d'Easton dont seuls eux deux connaissaient le contenu. Mais le résultat fut qu'aucun SUV noir n'apparut plus jamais près de la tour Grayfield ou n'importe où les filles allaient. Mais le plus grand changement ne fut pas la sécurité. C'était Easton. Il rentrait à la maison à 5 heures tous les jours. Pas 5h30, pas 6 heures si j'y arrive. 5 heures, pile à l'heure. Comme si quelqu'un avait tracé une ligne et qu'il s'était promis de ne plus jamais la franchir. Il s'asseyait à la table du dîner avec les filles et Catalina. 4 personnes, 4 assiettes. Vera cuisinait plus qu'avant, car maintenant il y avait quelqu'un qui mangeait réellement à table au lieu de simplement prendre une assiette dans le bureau. Et après le dîner, Easton lisait des histoires aux filles avant de dormir. La première nuit fut un désastre. Il tenait le livre à l'envers. Zoé le remarqua immédiatement et éclata de rire. « Papa, le livre est à l'envers !» Il le retourna et commença à lire. David Boigny commença à en lire, mais sa voix était habituée à donner des ordres à des centaines de personnes. Et maintenant, la phrase « Le petit ours entra dans la forêt » sonnait comme une déclaration de guerre. Maddie regarda son père avec de grands yeux, puis tira la main de Catalina, qui se tenait près de la porte de la chambre. « Cat lit mieux », murmura-t-elle assez fort pour qu'Easton l'entende. Il regarda sa fille, puis Catalina, et au lieu de se mettre en colère ou d'être embarrassé, il fit quelque chose que Catalina n'avait jamais vu auparavant. Il sourit, juste légèrement. Seul un coin de sa bouche se souleva un peu, mais c'était un vrai sourire. Pas calculé, pas contrôlé. Juste un père maladroit qui essaie et sait qu'il n'est pas encore bon à ça. « Papa s'entraînera plus », dit-il à Maddie. La deuxième nuit, il lut un peu mieux. La troisième nuit, Zoé commença à s'appuyer sur son épaule au lieu de simplement s'asseoir en face de lui. La quatrième nuit, Maddie lui tendit son ours en peluche pour qu'il le tienne pendant qu'elle écoutait l'histoire. Et Catalina se tenait à l'extérieur de la porte et comprit que c'était le plus grand acte de confiance que cette petite enfant silencieuse pouvait offrir à quiconque. Un vendredi soir, les filles dormaient. Catalina se tenait sur le balcon du penthouse. Le lac Michigan s'étendait en dessous comme un vaste miroir noir reflétant les lumières de la ville. Le vent était léger. Le ciel était clair. Elle entendit des pas derrière elle et sut qui c'était sans se retourner. Easton se tint à côté d'elle, les deux mains posées sur la balustrade. Ils regardèrent le lac en silence pendant un long moment. Pas un silence inconfortable. Le genre de silence partagé par deux personnes qui commencent à s'habituer à la présence de l'autre sans avoir besoin de le combler de mots. Puis Easton parla, sa voix basse, ses yeux toujours sur l'eau. « Ma femme est morte en donnant naissance aux filles. » Catalina ne se tourna pas, ne demanda rien. Elle écouta seulement. Des complications. Le docteur m'a appelé à 2 heures du matin. À ce moment-là, j'étais au port sud. Il s'arrêta. « Une réunion, dit-il. » Et de la façon dont il appuya sur ces deux mots, Catalina comprit que réunion ne signifiait pas une salle de conférence avec un écran de projection. Le temps que j'arrive à l'hôpital, c'était fini. Les filles étaient en couveuse. Et elle, il ne termina pas la phrase, il n'en avait pas besoin. Le vent du lac Michigan passa dans leurs cheveux. Catalina attendit. « Je n'étais pas là, » dit Easton, et ces 4 mots portaient le poids de 4 ans de culpabilité. Ma femme a quitté ce monde seule, et mes filles y sont entrées sans leur père à leur côté. Ses mains se resserrèrent sur la balustrade. « J'ai construit tout cet empire, dit-il, sa voix plus rauque maintenant. Tout. L'argent, le pouvoir, le bâtiment, le réseau. J'ai construit tout ça pour ne plus jamais avoir à me sentir impuissant, pour que personne ne puisse plus jamais me prendre quoi que ce soit. » Il se tourna pour regarder Catalina pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler. Mais j'étais toujours impuissant face à la chose qui comptait le plus. Je n'étais toujours pas à la maison quand mes filles avaient besoin de moi. Je ne savais toujours pas que ma petite fille a peur des croûtes de pain.
J'ai toujours laissé une arme chargée à leur portée. Catalina le regarda. Ses yeux bruns étaient calmes. Mais sous ce calme, il y avait quelque chose de plus doux. Quelque chose qu'elle avait essayé de ne pas se laisser ressentir depuis son retour dans cette maison. Car le ressentir rendrait tout plus compliqué, 1000 fois plus. Vous êtes ici maintenant, dit-elle doucement. Tous les soirs, c'est ce que dont les filles ont le plus besoin. Pas l'Empire, pas l'argent, juste leur père ici. Easton la regarda, et elle vit quelque chose dans ses yeux gris qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas le contrôle, pas le calcul, pas la colère, mais la gratitude. Réelle, profonde. Le genre de gratitude qu'un homme comme Easton Grayfield ne savait pas exprimer avec des mots, car il n'avait jamais eu à l'exprimer auparavant. Catalina. Elle sursauta un peu, non pas parce que sa voix était forte, mais parce que c'était la toute première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison 2 ans plus tôt, qu'il l'appelait par son nom. Pas Mademoiselle Herrera, pas la nounou, pas vous, mais Catalina, juste Catalina. Vous êtes la meilleure personne que mes filles aient jamais connue. Il fit une pause. Le vent souffla. Le lac scintilla en dessous. Puis il ajouta plus doucement, comme s'il disait cela pour la première fois, non seulement à elle, mais aussi à lui-même. Et vous êtes aussi la meilleure personne que j'ai jamais connue. Catalina ne répondit pas. Elle se tourna et regarda le lac Michigan, mais sous les lumières de la ville, Easton vit le coin de sa bouche se soulever légèrement, si faiblement que c'était presque invisible. Et sur le balcon du 47e étage, dans le vent nocturne de Chicago, la distance entre le chef de la mafia et la nounou se réduisit un peu plus. Non pas parce que l'un d'eux s'était rapproché, mais parce que pour la première fois, aucun d'eux n'avait reculé. Un dimanche après-midi, la table de la cuisine du penthouse se transforma en un champ de bataille de papier coloré, de ciseaux de sécurité, de colle et de paillettes éparpillées sur la surface de marbre, habituellement si parfaitement polie, qu'elle pouvait refléter le visage d'une personne. Catalina était assise entre les filles, guidant les mains de Zoé alors qu'elle découpait des pétales de fleurs dans une feuille de papier rose, tandis que Maddie pliait soigneusement chaque petit pétale de son côté, à partir du papier violet qu'elle préférait. Le projet de fleurs en papier était l'idée de Catalina. Chaque fille ferait une fleur pour la personne à qui elle voulait la donner. Zoé travaillait vite, sa fleur était grande, les pétales légèrement inégaux, de la colle étalée sur les bords, des paillettes se déversant sur toute la table. Elle ne se souciait pas de la perfection. Elle se souciait de la vitesse. Fini! Zoé brandit la fleur rose, la colle encore humide et dégoulinante. Pour papa! Catalina sourit. Pourquoi pour papa? Zoé pencha la tête comme si la réponse était bien trop évidente. Parce que papa est souvent triste, 4 mots, si simples qu'ils en étaient cruels. Parce qu'une enfant de 4 ans ne sait pas mentir sur les sentiments. Elle dit seulement ce qu'elle voit. Et ce que Zoé avait vu pendant les 4 années de sa vie, c'était un père puissant mais triste, riche mais seul, toujours en contrôle de tout sauf de la douleur en lui. Maddie resta silencieuse à côté d'elle, concentrée sur sa petite fleur violette. Elle travaillait beaucoup plus lentement que Zoé. Chaque pétale était plié 2 fois, collé avec soin, pressé légèrement jusqu'à ce qu'il soit plat avant de passer au suivant. Sa fleur était plus petite que celle de Zoé, sans paillettes, rien de tape à l'œil, mais soignée et minutieuse comme seule Maddie pouvait la faire. Quand elle eut terminé, elle ne la brandit pas en criant comme sa sœur l'avait fait. Elle tint la fleur dans la paume de sa main, la regarda un instant, puis leva les yeux vers Catalina. Pour Cat. Catalina pencha un peu la tête. Pour Cat? Pourquoi pas pour papa ou pour Zoé? Maddie secoua doucement la tête, puis elle parla, sa voix petite mais claire, chaque mot choisi avec soin comme cette enfant silencieuse choisissait toujours ses mots. Parce que personne ne donne jamais de fleurs à Cat. Catalina ne réagit pas tout de suite. Elle resta assise là, regardant la petite fleur violette dans la main de Maddie, et quelque chose dans sa poitrine se serra si fort qu'elle dut détourner le visage juste une seconde. Assez longtemps pour cligner des yeux. Assez longtemps pour ravaler ce qui lui montait à la gorge. Puis elle se retourna, sourit et prit la fleur de la main de Maddie. « Elle est magnifique, ma chérie. » Sa voix était chaude, mais un peu rauque sur les bords. Easton se tenait près du comptoir de la cuisine, une tasse de café à la main, et il avait tout vu.
Il avait vu Catalina détourner le visage, vu le moment où elle avait essayé de retenir ses larmes, vu la petite fleur violette dans la main de sa fille et compris que Maddie avait raison. Catalina Herrera, 27 ans en ce monde, n'avait jamais reçu de fleurs. Jamais. Zoé courut vers son père et lui fourra la fleur rose, collante de colle étalée dans la main. Pour toi. Easton prit la fleur. Elle ne pesait presque rien. De la colle collait à ses doigts. Des paillettes tombèrent sur la manche de son costume. Et il la tenait comme s'il tenait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Parce que c'était exactement ce que c'était. Le coffre-fort de son bureau contenait des millions de dollars en espèces. Cette fleur en papier contenait quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. « Papa, sais-tu ce qui est plus important que l'argent ?» demanda Zoé, le visage levé, les yeux bleus le regardant avec attente. Easton baissa les yeux sur sa fille, puis leva les yeux, regarda Catalina qui se tenait près de la table, la petite fleur violette reposant dans sa paume, le bord de ses yeux encore légèrement rouge. « Je le sais, dit-il. » Et la façon dont il dit ces deux mots, la façon dont ses yeux se posèrent sur Catalina plus longtemps qu'ils ne se posèrent sur la fleur, obligea Catalina à détourner à nouveau le regard. Maddie glissa de sa chaise, contourna la table jusqu'à Catalina, se tint devant elle et dit une phrase qu'aucun enfant de 4 ans n'aurait dû avoir le pouvoir de dire. Pourtant, Maddie Grayfield l'a dit de la voix la plus ordinaire du monde. « Ceci est la famille de Cat. » Catalina resta immobile, la fleur violette dans sa main, et le mot « famille » résonna dans la cuisine et s'installa quelque part dans sa poitrine, à l'endroit qui avait été vide pendant ses 27 années de vie. Elle avait entendu ce mot d'innombrables fois, dans les livres, dans les films, dans ses séances de conseil obligatoires pendant le placement familial. Mais jamais personne n'avait prononcé ce mot en le dirigeant vers elle. Jamais personne ne l'avait regardé en disant « Ceci est ta famille », et ne l'avait vraiment pensé. Pas jusqu'à aujourd'hui. Pas jusqu'à Maddie. Easton posa sa tasse de café sur le comptoir, se dirigea vers la table, tira une chaise et s'assit à côté de Catalina. Prêt, plus près que jamais. Puis il tendit la main et prit la sienne, la main qui tenait encore la petite fleur violette. Il la tint doucement, ne serra pas, ne tira pas, la tint juste devant ses filles sans la cacher. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent, puis elle éclata de la voix la plus excitée qu'elle ait. « Papa tient la main de Cat. » Maddie ne cria pas. Elle regarda seulement les deux mains d'adulte jointes, puis sourit. Un petit sourire, rare, silencieux, mais plus brillant que n'importe quelle fleur en papier sur la table. Et dans la cuisine du 47e étage, la cuisine qui, quelques semaines auparavant, avait été témoin de l'effondrement de tout, assistait maintenant à quelque chose qui commençait. Quelque chose d'aussi fragile qu'un pétale de papier, mais plus réel que n'importe quel contrat d'1 million de dollars qu'Easton Grayfield ait jamais signé. Quelques mois passèrent et le penthouse du 47e étage n'était plus une maison. Easton le vendit au début du printemps, discrètement, sans aucune annonce préalable. Juste un appel téléphonique à Flynn et tout fut arrangé en 2 semaines. Personne dans l'immobilier de Chicago ne comprit pourquoi le PDG de Grayfield Holdings renonçait au penthouse symbolique au sommet de la tour qui portait son propre nom. Mais Easton n'offrit aucune explication et personne n'osa demander. La nouvelle maison se trouvait dans la banlieue ouest de Chicago, un quartier calme où les rues avaient des noms au lieu de numéros, où les voisins se saluaient chaque matin et où les enfants faisaient du vélo sur les trottoirs sans avoir besoin de garde du corps à leur côté. C'était une maison à 2 étages avec des murs en briques blanches, un toit gris, un large porche avec une balancelle et un jardin qui s'étendait avec de l'herbe verte, une clôture en bois basse et des buissons de marguerites sauvages poussant librement le long du chemin de pierre. Il n'y avait pas de vitres blindées, pas de chambre forte doublée d'acier, pas de coffre-fort. Easton avait tout enlevé. Le coffre-fort, les faux passeports, l'argent liquide, le Beretta. Tout cela avait disparu avec l'ancienne vie qu'il démantelait lentement. Le processus de retrait du milieu n'était ni rapide, ni facile, et Flynn devait encore gérer les derniers détails chaque semaine. Mais la direction était claire maintenant, et personne, pas même Paxton Hale, n'osait contester la décision d'Easton tant qu'il avait encore assez de pouvoir pour rendre les choses très désagréables pour quiconque se mettait en travers de son chemin. Le premier après-midi de printemps dans la nouvelle maison, Easton se tenait sur le porche,
le dos contre une poteau en bois, une tasse de café à la main, et regardait le jardin. La scène devant lui était si simple qu'elle en était presque absurde comparée à la vie qu'il avait menée quelques mois plus tôt. Catalina était assise sur l'herbe, les jambes étendues, ses cheveux noirs tombant sur ses épaules, entourée d'un tas de marguerites que Zoé avait cueillies. Les filles enfilaient les fleurs pour en faire des couronnes. Catalina montrait à Zoé comment tisser les tiges ensemble, tandis que Maddie travaillait lentement sur la sienne, la langue tirée sur le côté en signe de concentration. Exactement comme la première fois où elle avait boutonné sa chemise toute seule. Le soleil de fin d'après-midi les couvrait toutes les trois d'une pâle lumière dorée. Et Easton restait là à regarder, le café refroidissant lentement dans sa main, pensant à tout ce qu'il avait failli perdre. Si Zoé n'avait pas dit la vérité ce matin-là, s'il n'avait pas trouvé le carnet, s'il n'avait pas conduit jusqu'à l'arrêt de bus de Michigan Avenue, si Catalina était montée dans ce dernier bus et avait disparu dans la ville sans se retourner, si son arrogance avait été plus forte que le son des pleurs de Maddie dans son sommeil à 2 heures du matin, alors il serait debout sur ce porche, seul maintenant, et les filles grandiraient sans la femme assise sur l'herbe là-bas. La femme qui avait sauvé ses filles de larmes, qui leur avait appris la dignité, qui les avait protégées de son propre corps dans le parc et qui lui avait pardonné quand il ne le méritait pas. Maddie se leva et courut vers le porche, une petite couronne de marguerites à la main. Elle monta les 2 marches et se tint devant son père, levant le menton pour le regarder. « Pour papa !» Easton prit la couronne de fleurs. Elle ne pesait presque rien. Quelques pétales étaient déjà fanés. Les tiges étaient tissées de manière inégale. Mais il la tenait à 2 mains comme si c'était la chose la plus fragile du monde. « Pour moi ?» Maddie hocha la tête puis dit de la voix la plus claire qu'elle ait. « Parce que papa a dit pardon. » La petite fille fit une pause d'1 seconde. Kat dit que la personne qui sait dire pardon est la personne la plus forte. Easton regarda sa fille de 4 ans, et elle venait de dire la chose que la plupart des adultes passent leur vie à ne pas comprendre. Il baissa les yeux sur la couronne dans ses mains, puis vers le jardin où Catalina aidait Zoé à finir la dernière guirlande de fleurs. Zoé termina sa création, la brandit fièrement, puis courut vers le porche, ses cheveux blonds volant au soleil. « Papa, papa, papa » allaita-t-elle. « J'ai fait ça pour Kat, mais Kat a dit que je devais la porter aussi, alors je l'ai mise. Est-ce que je suis jolie? » Elle tourna en rond, la couronne de fleurs penchant sur le côté de sa tête. Puis elle s'arrêta, regarda son père, regarda Catalina qui montait les marches du porche derrière elle, puis se retourna vers Easton avec les yeux bleus les plus sérieux qu'une enfant de 4 ans puisse avoir. « Papa, est-ce que Kat est notre nouvelle maman? » L'air sur le porche devint immobile. Catalina venait d'atteindre la dernière marche quand elle entendit cette question, et son pied se figea au milieu du mouvement. La couleur monta à ses joues, rapide et sans équivoque. Le genre de rougeur qui ne pouvait être caché, peu importe où elle tournait son visage. Elle baissa les yeux vers l'herbe, vers n'importe quoi sauf Easton. Easton regarda Catalina. Elle se tenait là sur la marche, le soleil de fin d'après-midi posant de l'or sur ses cheveux noirs, quelques pétales de marguerite accrochés à sa chemise, ses joues roses, ses yeux baissés. Et il pensa que de toutes les choses qu'il avait vues dans sa vie, des salles de conseil d'1 million de dollars au quai de minuit, rien n'avait jamais été aussi beau que cette femme debout, dans la lumière du printemps avec des marguerites sauvages sur ses vêtements. Il sourit, un vrai sourire. Le genre de sourire que Zoé et Maddie voyaient rarement et que Catalina n'avait jamais vu. Pas le demi-sourire contrôlé d'un homme qui gère une pièce. Juste le sourire d'Easton. Seulement Easton, sans patron, sans PDG, sans mur. « Demande à Kat », dit-il à Zoé, ses yeux toujours sur Catalina. Zoé se tourna immédiatement vers Catalina, sans hésitation, car les enfants ne savent pas être timides quand il s'agit de poser les questions les plus importantes. « Kat, es-tu notre nouvelle maman? » Catalina regarda Zoé, regarda Maddie qui se tenait à côté de son père, sa main agrippant la jambe de son pantalon, les yeux bleus attendant. Puis elle regarda Easton, et dans ses yeux gris, elle ne vit plus le patron. Elle ne vit plus son employeur. Elle ne vit plus l'homme qui l'avait jeté dans la nuit de Chicago. Elle vit l'homme qui avait conduit pour la retrouver, qui avait allumé son siège chauffant quand elle avait froid, qui avait lu des histoires à ses filles tous les soirs de sa voix maladroite,
qui avait pris sa main devant ses enfants sans hésitation, qui avait laissé un empire derrière lui pour acheter une maison avec un jardin et une balancelle. Je suis déjà là, dit-elle doucement. Zoé poussa un cri de joie. Maddie sourit, ce sourire rare qui était le sien, mais le plus éclatant qu'elle ait eu. Et Easton Grayfield se tenait sur le porche de la nouvelle maison, avec une couronne de Margaret à la main, regardant les trois personnes les plus importantes de sa vie, et comprit qu'il avait enfin trouvé la seule chose que tout son empire clandestin n'avait jamais pu lui donner, un vrai foyer. Et c'est l'histoire d'Easton Grayfield, de Catalina Herrera et de deux petites filles avec leur fleur de Margaret sauvage. Parfois, nous croyons que la force réside dans le pouvoir, dans l'argent, dans la capacité de tout contrôler autour de nous. Mais la vie trouve toujours un moyen de nous enseigner le contraire. Que la plus petite personne peut parfois nous enseigner la plus grande leçon. Une nounou orpheline n'ayant que sa dignité a changé toute une maison. Deux enfants de 4 ans qui ne voulaient qu'être aimés ont changé un être humain tout entier. Et un puissant chef de la mafia a dû affronter l'arrogance en lui avant de pouvoir enfin comprendre que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans un coffre-fort, mais dans la façon dont vous traitez ceux qui n'ont aucun pouvoir pour se défendre contre vous. Car l'argent peut être perdu et regagné. Mais la dignité, c'est quelque chose qui doit être protégé chaque jour. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir ne serait-ce qu'une seconde à la façon dont vous traitez les gens autour de vous, alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant pour que nous puissions continuer à écouter ensemble d'autres histoires pleines de sens chaque jour. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Quel moment vous a le plus ému? Et dans la vraie vie, avez-vous déjà jugé quelqu'un avant de lui donner la chance de s'exprimer? S'il vous plaît, partagez ce que vous ressentez du plus profond de votre cœur dans la section des commentaires ci-dessous. Car chaque histoire partagée peut changer le cœur de quelqu'un. Bonjour à tous. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et de calme. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.